une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on fait avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Dom Plante. Yo! Cette semaine, je suis vraiment content de recevoir Dominique Tardif, qui est un journaliste culturel que j'adore écouter ses balados, puis j'adore lire ses articles. Quelqu'un qui a une culture et une plume vraiment très fine et aiguisée. Vraiment très... puis, je l'ai dit dans le podcast, j'ai lancé des fleurs, mais je dis que c'est impressionnant de quelqu'un comme ça qui a autant de bagages culturels, qui connaît autant de choses. Gros plaisir de discuter avec lui. On a parlé en fait beaucoup de ce que c'est le métier de critique, comment qu'on approche ça, faire de la critique au Québec dans ce petit milieu où tout le monde se connaît, surtout quand la critique peut être négative, ça peut être difficile. On a parlé aussi de qu'est-ce qui fait qu'on aime une musique ou plus qu'une autre, comment juger si quelque chose est bon, quelque chose est moins bon. Sur quels critères on se base. On a parlé de son parcours, de dire un peu d'où il vient et comment il est tombé en amour avec la musique, avec la littérature. Beaucoup par Musique Plus, on a parlé de Musique Plus. Ouais. C'est ça. Juste un gars intéressant, un gars fascinant. On a utilisé beaucoup le mot fascinant dans le podcast, vous allez parler voir. de fascination. Mais c'est quelqu'un juste qui est intéressant à entendre parler. Fait que je pense que vous allez aimer ça. Ouais, tout à fait. Fait que sans plus attendre, bon podcast. Bonne écoute. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped, nos amis de chez Manscaped. Nos amis de toujours. Qui nous supportent et qu'on supporte et qu'on aime réellement les produits, on les utilise. Moi, j'utilise très souvent le Ultra Smooth Package ici avec le petit rasoir, le Crop Shaver, qui est un petit rasoir vraiment fin et qui va dans tous les recoins les plus difficiles d'accès Fin du corps. Fin et agile. Un petit rasoir 3 lames qui glisse super bien sous la peau, qui rase avec douceur mais avec précision. Wow! C'est Et solide. ça vient avec le kit, avec le gel à rasage et un petit exfoliant pour avoir une peau bien douce et pour éviter tout poil incarné et autres choses désagréables. Alors, on a un code promo, PH. Juste avant le code promo, Vas-y. je veux juste faire un shout-out au gars qui a déjà écrit dans les commentaires sur YouTube que la seule raison pourquoi on parlait de Manscaped, c'est parce qu'on était payé pour le faire. Mais oui, c'est une publicité en fait. Mais on utilise réellement les produits Manscaped. Mais vous savez, c'est une publicité qu'on fait. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. On a un code promo pour vous qui est le code sans filtre pour 20% de rabais et la livraison gratuite. Et si vous êtes pour commander Manscaped pour vous ou pour un être cher, utilisez notre code. Okay? Assurez-vous de bien l'utiliser. Comme ça leur indique que nous, on vous envoie. Donc, ça encourage le sans filtre. Ça l'encourage vous. Ça encourage tout le monde et tout le monde est content. Donc, code promo sans filtre, 20% de rabais et le shipping gratuit. Merci Manscaped. Ce serait quand même weird qu'on parle pendant 1 minute et demie de Manscaped en chaque début de podcast. Sans être payé pour le faire. Juste parce qu'on trippe trop Manscaped puis qu'on a le goût d'en parler pendant 2 minutes à chaque début de podcast. Chaque début de podcast. Les gars sont passionnés à un autre niveau. Mais on est passionnés pour vrai. C'est vrai. Mais c'est quand même une peu. Imagine, on tanne le monde, genre, à chaque jour, on tanne le monde, mais avec une nouvelle compagnie qui nous paye pas. Ouais. Fait que genre, on fait 1 minute 30 de publicité en début, mais pas une publicité. Juste parce qu'on trippe. On veut que le monde ait 1 minute 30 de messages à se taper avant notre podcast. Bref, bon podcast. Manscaped. On a commencé? Ouais, on a commencé, ça tourne. Yes. Merci d'être là. Merci à vous, les gars. C'est C'est un super plaisir de te apprécié. recevoir. Ouais, vraiment. Vraiment. Yeah. On parlait juste avant, puis on embarquons tout de suite là-dessus. Let's go, on plonge. Qu'aujourd'hui, c'était l'épisode de ton podcast avec Guy Lepage qui est sorti. Puis tu nous disais que tu avais reçu des emails de marde par rapport à ça. Ouais, ben il y a certaines personnalités, là, lorsqu'on écrit à leur sujet, c'est à peu près assuré qu'on va recevoir une tonne de courriels. Mike Ward, Safia Nolin, c'est le pire, puis c'est toujours les courriels les plus accablants, les plus violents, les plus déplorables. dérangeants. Ouais, vraiment. Je savais ça parce que j'avais lu là-dessus dans les médias, mais lorsque j'ai écrit à son sujet pour la première fois, puis j'ai eu l'occasion de lui dire à Safia, après je dis, je comprenais jusqu'à un certain point ce que tu disais, puis j'ai pas la prétention en fait de comprendre ce qu'elle vit, mais
j'en ai pris la réelle mesure en écrivant son sujet. Là. Beaucoup de courriels, c'est ça. Puis des gens qui souvent écrivent pas son prénom comme il faut. Ils sont très choqués contre Sophia Nolin. Je leur répondais, je sais pas de qui vous parlez, monsieur, madame. Mais ouais, Guilla cristallise beaucoup de haine, mais autour de la pandémie. Là, j'ai reçu beaucoup de mimes que je comprends pas vraiment ou que je comprends à moitié, là, parce que je sais pas, il a fait des déclarations ici et là que porter un masque, c'est une bonne idée, là, ce genre de choses-là. Donc, c'est des affaires de pas de bon sens. Là. Non, c'est ça. Donc, c'est un collabo, puis, etc. Il est arrogant, puis c'est amusant parce que dans l'entrevue, il parle de certaines de ces choses-là. Là, je lui demande qu'est-ce que ça te fait que les gens te trouvent arrogant, ce à quoi il répond quelque chose comme je m'en calisse. En étant arrogant. Ouais. Ce qui est assez amusant et ironique. Mais ouais, il y a certaines personnalités comme ça. Mike Ward aussi, là, le petit gilet, toute l'histoire autour de Jérémy Gabriel a créé... l'a mis sur le radar de plusieurs personnes qui sauraient probablement pas c'est qui, en fait. Puis là, il s'imagine, c'est ça qui est drôle aussi, c'est qu'il y a une marge entre ce que les gens s'imaginent de ces personnalités-là puis ce qu'ils sont en réalité. Parce que, bon, effectivement, l'humour de Mike Ward est quand même assez noir et cinglant, mais l'individu est très gentil, très généreux. Puis son humour aussi, bon, tu sais, cette blague-là, je sais pas pourquoi je me lance là-dedans, mais c'est juste fascinant parce que... C'est impossible d'argumenter avec ces gens-là puis de leur dire non, mais votre lecture de la situation n'est pas la bonne, puis je pense qu'il vous manque certaines informations. Ils ont décidé que Mike Ward, c'était un méchant. Il est dans la catégorie des méchants. Même chose pour Guilla Lepage, même chose pour Safia Nolin, puis là, après, ça entraîne toutes sortes de mots qui ont aucun sens. Ouais. Puis ce qui est fascinant avec Mike comme exemple précis, c'est que il y a du monde... Il a vraiment fait un clivage. Cette histoire-là, en fait, a fait un clivage parce que oui, t'as le monde qui l'ont connu comme tu l'expliques, puis qui lui apposent cette étiquette-là de méchant, mais t'as aussi tous les défendeurs de Mike Ward qui sont aussi virulents envers... Oui, puis ça, c'est déplorable aussi. C'est ça, exact, mais il a vraiment fait comme, OK, c'est dans un camp ou dans un autre. Là, Mike Ward n'a jamais appelé à ce qu'on dise du mal ou à ce qu'on... C'est ça, à ce qu'on écrive des choses méchantes au sujet de Jérémy Gabriel. Donc, effectivement, c'était assez décourageant de voir que les gens sentent le besoin de choisir leur camp alors que c'est pas nécessaire. Là. Surtout si Mike Ward ou Jérémy Gabriel ne sont pas des gens que vous connaissez personnellement. Je comprends que si tu les connais, là, tu te sens davantage interpellé, mais si tu les connais pas, t'as pas besoin de choisir ton camp. Tu peux considérer la situation de manière plus froide. Et t'as surtout pas besoin d'écrire un journaliste qui a juste fait une entrevue avec une de ces deux personnes-là. Une entrevue qui ne portait pas sur ce sujet-là par ailleurs. Mais c'est drôle parce que, tu sais, mettons, dans le cas de Mike Ward, ou dans le cas de Safia Nolin aussi, je veux dire, même si je l'endosse, je la condamne, là, mais tu sais, je peux comprendre, mettons, d'où la colère ou l'espèce de virulence vient, mais Guilla Lepage, je trouve pas qu'il est particulièrement... Tu sais, mettons, moi, j'ai écouté religieusement, toi, on en parle depuis sa sortie. Là. Je n'ai pas manqué beaucoup. Puis, tu sais, il pose des questions. Tu sais, il est pas particulièrement tranché. Tu sais, des fois, il va glisser un peu son opinion sur des sujets, mais je veux dire, somme toute, il fait des entrevues, là, tu sais. Puis, je comprends pas d'où cette espèce de colère, comme s'il représentait une espèce d'élite, là, tu sais, que... Mais mais oui, c'est le président de la clique du plateau. Puis, j'aimerais que quelqu'un, je pourrais tenter de le faire, puis je sais pas jusqu'où ça remonterait, mais comment ça a commencé, ça, comment est-ce que Guilla Lepage, dans les yeux de certains, est devenu le président de cette espèce de groupuscule qui n'existe pas, de la clique du plateau, puis des bourgeois, des bobos, là, tu sais, je sais pas trop ce que ça veut dire, ça non plus, mais... Moi, je commencerais les recherches dans le coin de Québec. Si j'avais à guesser où commencer les recherches pour trouver l'origine de ça, là, je commencerais dans certaines radios à Québec. Là. Dans l'entrevue qu'il m'a accordée, il dit « C'est drôle
qu'on me prenne pour le boss de la clique du plateau, parce que oui, j'habite sur le plateau, mais toutes les décisions qui ont été prises sur le plateau depuis les 20 dernières années, je suis contre. Puis je préférais qu'on ait fait le contraire de ce que nos dirigeants ont décidé. Donc, c'est ça. C'est pas clair d'où ça part. Puis effectivement, là, dans le cas de Safia Nolin, elle cristallise un paquet de choses qui, aux yeux de bien des gens, sont détestables pour des raisons, pour des mauvaises raisons. Mais Guy Lepage, c'est moins clair. Ben, c'est ça. il me semble un gars assez nuancé, équilibré. Là, je veux dire, il est pas. En tout Il cas, prend part à certaines joutes twitteriennes qui c'est jamais bon pour, Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il pour le climat social. là, il a là. quitté Twitter, mais il répondait, C'est peut-être ça. pas systématiquement, mais il répondait beaucoup plus que d'autres personnalités à ses détracteurs pendant Tout le monde en parle. Mais je pense que c'est ça. Les éditions de Tout le monde en parle qui ont été diffusées pendant la pandémie, puis qui parlaient forcément beaucoup de la pandémie, c'est ça, ont attiré l'attention de bien des gens dont on n'est pas obligé de parler plus longtemps que ça. Ouais, c'est ça. On a fait le tour déjà là, de cette question-là. On en a parlé en masse aussi ici sur le podcast. Là. fait que ça, c'est ton nouveau balado qui est Oui, anime. juste entre toi et moi, qui est le balado que je fais à la presse, dans le cadre de mes fonctions de journaliste à la presse. Balado qui ressemble un peu à Deviens-tu ce que tu as voulu. Ben, c'est ça qui est un peu la continuité finalement sous un autre nom. Là, Exactement. Mais qui me permet de bénéficier donc de la visibilité de la presse, puis de faire ça dans le cadre de mon travail, plutôt que de faire ça à côté, dans mes temps libres, parce que vous savez, les gars, que faire un balado, ça peut être... C'est payant. C'est très payant, d'une part. On le voit. Ouais, on le voit ici. Ça pue l'argent. Ça pue l'argent. Comme les J'allais en parler. photos de rideaux qui tombent. Là. Mais j'allais dire que c'est chronophage aussi, ça prend quand même pas mal de temps, parce qu'il faut non seulement les enregistrer, mais il faut se préparer, il faut les monter, les mettre en ligne, tout ça. Donc, c'est quand même chouette de pouvoir faire ça à la presse. Puis c'est le fun qu'un média d'importance comme la presse aussi se lance dans le merveilleux monde du balado. Fait que tu le faisais de manière complètement indépendante, ton ancien Deviens-tu ce que podcast? tu as voulu, oui. Ouais, ok. Tout à fait. C'est moi et mon ami Jean-Michel Berthiaume qui s'occupe de tous les aspects techniques. J'enregistre au studio Madame Wood. Ouais. Je viens de te nommer à peu près tous les intervenants de notre projet de podcast, effectivement. Ouais, mais ce qui est quand même en fait le point de départ de beaucoup de projets de podcast. Là. Oui, ben, j'imagine que vous en avez reçu beaucoup de ce genre de messages-là, mais j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me demandaient « Bon, Dominique, j'aimerais lancer mon propre balado. Peux-tu m'aider? Oui. Est-ce que je peux t'appeler? » La part du temps, je leur réponds oui, puis on se jase un peu. Ah ouais, Puis hein? les gens sont toujours... Ben, j'essaie de donner un petit coup de main aux gens. Je suis sûr que vous faites la même chose, les gars. J'ai pris quelques appels. Ouais. Vous venez au studio SF, puis on va vous arranger ça. C'est ça que vous répondez. Ben non, Moi, mais tu j'ai sais. pris des appels avec des gens qui se questionnaient à savoir quoi faire, par où commencer. Puis Mais- souvent, les réponses sont les mêmes. Là. Mais puis les gens sont souvent déçus quand ils arrivent à la question alors comment je fais pour financer mon balado? Je dis je sais pas, tu dois avoir un compte en banque, c'est comme ça que tu vas le financer. Visa, Oui, Mastercard. Mastercard, tu peux choisir ton mode de paiement préféré, mais c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Ouais, mais là, si je veux le vendre à tel média, tu sais, ça se peut, puis il y en a là, des Des projets, mais. Oui, c'est ça. Sauf que il y a plus de chances Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. que tu te fasses dire non que le contraire. Puis de toute façon, la réponse que je leur donne aussi, c'est pas les bonnes raisons. Il y a quand même quelque chose de charmant dans le monde du balado puis qui s'est perdu avec les années, mais tu sais, il y a un côté un peu Far West, là. C'est-à-dire on le fait par nous-mêmes, avec nos moyens, on prend nos propres décisions, puis on fait ça de manière un peu, tu sais, moi j'appartiens au monde des médias traditionnels, mais il y a quand même une liberté dans le monde du balado qui est à chérir, puis ce que je dis à ces gens-là, c'est pars ton projet toi-même, puis tu vas acquérir des habiletés, tu vas apprendre des choses, puis une fois que tu vas arriver devant des gens qui veulent te donner de l'argent pour que si ça se produit, ben tu auras déjà une expérience qui va te permettre de mieux répondre à leurs questions, puis de savoir dans quoi tu te lances. Là. Mais oui. Ouais. Puis est-ce que toi de faire ce projet-là dans le contexte, dans le cadre de la presse, est-ce que tu sens que tu as cette liberté-là? Oui, tout à fait. 100% Oui. absolu? Mais en fait, quand j'ai été je sais pas si je peux raconter ça comme si c'était super grave. Des conversations qu'on a eues dans des bureaux, là, des portes verrouillées. Quand j'ai été engagé à la presse, mes conversations avec les patrons, il y avait été question de ça, que éventuellement, là, une fois bien en selle,
que je puisse lancer un projet de balado parce que les gens qui m'ont engagé avaient écouté Deviens-tu ce que tu as voulu, puis ils semblaient apprécier ce que je faisais là. Donc, moi, ça me réjouissait, bien sûr, parce que, pour toutes les raisons que je viens d'énumérer. Donc, non, je sens vraiment que les gens s'imaginent que dans un journal, les patrons nous disent beaucoup quoi faire, mais je sais pas si c'est parce que moi je jouis beaucoup de liberté, mais c'est pas tellement le cas. On nous demande de couvrir certains sujets, mais la plupart du temps c'est nous qui devons générer nos propres idées, puis c'est une bonne manière d'avoir investi. une carrière, puis d'être investi, puis d'être apprécié de ses patrons, des gens qui nous engagent, c'est de trouver ses propres sujets. Puis ensuite, bien évidemment, les gens relisent nos textes, puis ils s'intéressent au contenu, mais après, ils vont pas intervenir de manière si lourde que ça, puis ils vont pas réécrire nos textes. S'il faut que ton article soit réécrit de A à Z, c'est parce que t'es peut-être pas en train de faire la job que tu devrais faire. Donc, les patrons dans le monde des médias sont pas si interventionnistes que ça, ou dans le meilleur des mondes, ils sont pas. Puis non, moi, j'ai vraiment la chance de jouer d'une très, très grande liberté, une liberté immense. Je pourrais compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où on m'a dit non, Dominique, pas ce sujet-là. Puis c'était pour des raisons du genre ta semaine est déjà bien remplie avec d'autres sujets et on aimerait que tes articles rentrent à l'heure et donc au moment prévu. Donc ajoute pas un autre article à ton agenda de la semaine, mais sinon on me laisse pas mal faire ce que je veux. Tu choisis vraiment, mettons, tu sais là, j'ai vu dernièrement, tu as fait la critique de l'album des Foo Fighters, mettons. C'est-tu parce que t'as dit hey, je veux faire ça? Là, dans ce cas-là, c'est vraiment un truc plus simple du genre voici les albums qui paraissent cette semaine, qui dans l'équipe veut s'occuper de ceci. Puis là, il y a quelqu'un qui lève la main. Là, puisque je connais un peu les Foo Fighters, je connais assez bien leur travail, puis je m'intéresse au rock. J'ai dit je vais m'en charger. Mais sinon, pour des articles des articles de fond, des articles plus élaborés, des reportages plus longs. C'est chacun des journalistes qui propose ces sujets. Hey, j'aimerais ça comme ce week-end, j'étais la semaine dernière, ça a été publié ce week-end, j'étais à Lac-Mégantic pour parler de différentes initiatives culturelles qui ont lieu là-bas dans le contexte du 10e de la tragédie ferroviaire. Puis c'est moi qui ai présenté ça à mes boss, puis on dit ça nous intéresse, ça semble bien. Vas-y Dominique et mais ça, c'est cool. Ramène-nous une histoire. Est-ce que t'es mettons, parce que ça m'intéresse vraiment le raisonnement derrière tout ça. Comment est-ce que tu arrives à penser à cette histoire-là, tu sais? C'est-tu parce qu'il y a comme des communiqués de presse qui sont lancés en disant hey, nous, on fait telles activités dans le cadre du 10 ans, puis là, toi, tu dis ça serait intéressant comme sujet, ou c'est juste que tu penses activement à Lac-Mégantic, il me semble que ce serait un bon sujet de... Il y a plusieurs manières d'arriver aux idées. Là. C'est toujours difficile d'identifier comment on a des idées. Mais moi, je suis constamment en train de penser, puis ça agace même parfois les gens dans mon entourage, comment je suis constamment en train de réfléchir à comment je pourrais prendre cette affaire-là qui m'intéresse puis en faire un sujet d'article. T'sais. Mais ça, c'est quand même un bon indice, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui t'intéresse, ou des fois je fais un tweet puis là c'est juste une idée qui me passe par l'esprit puis ça réagit de manière très très forte, là, je me dis il faudrait peut-être que je creuse ça davantage, il y a peut-être un article là-dedans. Mais pour répondre à ta question de manière plus précise, dans le cas de Mégantic, c'est parce que ma blonde est originaire de Mégantic, donc on y va quand même assez souvent. Je connaissais certaines des initiatives, donc je parle dans mon article, mon reportage porte sur les projets des frères Lavallée, qui sont 3 gars dans la fin vingtaine, début trentaine, qui se sont investis à Lac-Mégantic parce qu'ils ont des liens familiaux. Leur père vient de là. Il y a une salle de spectacle qu'ils ont fondée ensemble, la Chapelle Durand 1, où j'avais eu l'occasion d'aller. Donc là, en sachant que le 10e de la tragédie s'en venait, puis aussi qu'on a beaucoup parlé au cours des derniers mois de Mégantic pour des raisons, mais pour ces raisons-là, parce qu'il y a eu la série de Sophie Lorrain qui a été diffusée, le documentaire de Philippe Falardeau, très pertinent documentaire de Philippe Falardeau. Je trouvais quand même ça intéressant de donner une autre perspective aussi sur ce que cette communauté-là devenait. Donc, il y a aussi cette préoccupation-là, tu sais, qu'est-ce qu'on a mis de l'avant par rapport à Mégantic? Qu'est-ce que moi, je connais de Mégantic? Puis qu'est-ce qui manque dans le portrait que je vois? Tu sais, le portrait médiatique de Mégantic ressemble à ça. Moi, d'après mon expérience, je pense qu'il manque cette petite affaire-là que je pourrais ajouter humblement. Donc là, dans ce cas-là, c'est ce que j'ai fait. Puis aussi, là, à la presse, dans les derniers mois, il y a une sorte de préoccupation de plus en plus grande qui est présente chez nos lecteurs, lectrices, de
raconter des histoires plus positives, là, un petit peu plus lumineuses, là, parce que évidemment le journal est rempli de raisons de désespérer. Là. Puis il y a de plus en plus de gens qui laissent tomber les médias traditionnels pour ces raisons-là. OK. Tout ça est discutable, puis je pense que c'est quand même important d'être au courant de tout ce qui se passe d'horrible et de triste dans le monde, parce qu'on peut souvent on peut lutter contre tout ça à notre manière. Mais bon, c'est quand même intéressant aussi, puis je pense que c'est pertinent et nécessaire, salutaire de raconter des histoires qui peuvent nourrir autre chose en nous. Mais c'est intéressant ça, dans le fond, c'est un virage, tout un virage conscient par rapport aux dirigeants du journal de dire, OK, il y a une demande pour quelque chose d'un peu plus lumineux. Est-ce que oui, c'est... Si je me trompe pas, François Cardinal, qui est notre patron, a écrit un texte là-dessus. Mais oui, je pense que le journal prend le pouls de ce que les gens qui le lisent pensent, puis pour de plus en plus de gens, puis ça a été documenté, la lecture du journal le matin, ça devenait une sorte de boulet. Là. Je commence ma journée, j'ouvre le journal, puis là, tout d'un coup, j'ai juste le goût de me lancer par la fenêtre. Donc, évidemment que tous les sujets qui donnent envie de se lancer par la fenêtre vont encore être présents. On va pas comme faire assemblant. Ils continuent à exister. Ils continuent à exister. C'est pas parce qu'on veut pas s'y intéresser qu'ils vont s'en aller comme par magie. Mais ça peut être intéressant. Puis c'est pas comme si les autres histoires, on les inventait de toutes pièces. Là. C'est pas de la fiction. Ça se déroule pour vrai. Le reportage que j'ai fait à Lac-Mégantic, c'est de véritables initiatives qui se déroulent là puis qui sont réjouissantes pour vrai. Je suis allé à une usine de chocolat où est-ce que tout le monde vit dans le bonheur à Lac-Mégantic. C'est juste comme... L'idée, c'est pas d'écrire ce genre de texte-là puis faire semblant que tout le monde, il est gentil. Puis, mais je pense que juste de changer de perspective, parfois, ça peut être Je pense que depuis la pandémie, salvateur. Les gens ont besoin d'un peu de lumière. Là. Ça a été beaucoup de mauvaises nouvelles après mauvaises nouvelles tout le temps, puis il y en a encore, mais tu sais, je pense que... Puis je pense que ce qu'on constate présentement, c'est que les effets délétères de la pandémie, ils se poursuivent, là, tu sais. Puis l'effet sur notre état de santé psychologique à nous, ça va pas se terminer immédiatement. Là. C'est pas dès que les mesures de confinement se sont terminées que nous voici de retour à la normale. Donc je pense que ça va avoir aussi un effet à long terme sur les médias. Là. Avant la pandémie, nous, probablement le podcast qu'on a fait qui est le plus écouté, le plus partagé encore aujourd'hui, puis celui duquel, du moins, moi, je me fais le plus parler, c'est un podcast avec Sonia Lupien, qui est une chercheure à l'Université de Montréal en stress. Puis elle, ce qu'elle avait dit avant même la pandémie, c'était que si vraiment tu avais des problèmes de stress puis d'anxiété, une des choses à faire par courte période, c'était comme arrête de lire les nouvelles, tu sais. Arrêter de lire les nouvelles, c'est comme une façon de resetter pendant un petit bout pour essayer de retrouver une espèce de stabilité mentale si t'as des troubles anxieux. Là. Ça, c'était avant la pandémie. Où est-ce que là, ce qu'elle exprimait, c'est que c'était tout le temps des nouvelles négatives, mettons, la plupart du temps. Ou c'était ce qui te marquait le plus. Puis que là, après ça, la pandémie est arrivée, puis là, c'était encore plus démarqué, tu sais. Fait que c'est sûr que ça a cet impact-là, mais en même temps, c'est tellement important. C'est comme moi aussi, des fois, là, j'ai envie de décrocher, mettons, de juste faire... Je veux plus savoir ce qui se passe là, arrêtez de m'en parler, je veux plus savoir. Sauf que tu veux pas devenir le gars qui ignore qu'il y a une guerre en Ukraine puis que la planète est en train de flamber. Exactement. Mais ça serait difficile à ignorer parce qu'il suffit de se promener dehors. C'est clair. Mais tu sais, tu veux pas être ce gars-là non plus. Fait comment tu fais pour comme réconcilier ces deux idées-là, tu sais? Ouais, ça demande une sorte d'hygiène médiatique. Mais en tout cas, je pense que raconter d'autres types d'histoires, ça peut aussi créer une espèce de... Ça peut contrebalancer l'effet parfois négatif sur notre santé mentale de toutes les mauvaises nouvelles qu'on lit puis qu'on entend. Puis toi, ça fait partie, en fait, tu sais, toi, t'es journaliste principalement culturel, en fait. Fait que tu t'intéresses à des choses le fun, là, en général du temps. En général, c'est assez le fun. Bon, il m'arrive d'avoir des conversations un petit peu plus chargées avec des artistes. Je sais pas si quelqu'un lance un album ou il a écrit un livre sur le deuil de son père. C'est sûr que la conversation va peut-être être d'une nature différente. Mais en général, les gens que je rencontre, d'une part, sont heureux de me voir. Pas de me voir moi, mais ils sont heureux que un média s'intéresse à leur travail. Puis, donc c'est ça. Mon travail est quand même d'une autre nature que celui des gens qui couvrent le palais de justice, par exemple, ou qui couvrent la politique. Puis, tu sais, quand je te lis, je suis content de te recevoir parce que, tu sais, quand j'écoute ton podcast, on fait un peu, si tu veux, le même
la même famille de podcasts, dans le sens qu'on a des conversations avec des gens qu'on reçoit, puis on parle d'eux, puis on parle d'un peu. C'est pas du true crime. C'est ça, c'est pas du true crime, c'est de la conversation, tu sais. Puis je trouve que. Puis quand je te lis aussi, je lis tes critiques, je lis tes articles, puis je trouve que, premièrement, t'es un super bon intervieweur, puis t'apparaît que t'as un bagage culturel quand même très vaste, puis je trouve vraiment que t'as une très belle plume. Puis tu peux continuer. Ces gens-là, là, je te lance des fleurs, mais je suis toujours en fait curieux, puis tu sais, t'es quand même jeune, là, je veux dire, t'es dans la trentaine, puis on dirait que t'as déjà 37 ans. T'as déjà un bagage impressionnant, fait que je suis toujours curieux de savoir c'est quoi en fait, comment t'es devenu ce que t'es devenu, dans le sens que ça a commencé où cet éveil-là puis cette curiosité-là pour les arts, pour la culture, puis... Vaste question. Tout ça a commencé à Rouyn-Noranda, c'est là que je suis né. Mais je pense que je pourrais attribuer mon intérêt pour la culture à différents facteurs, mais certainement à mes parents, puis à ma mère qui s'est assurée qu'il y a des livres chez nous, puis aussi qui s'est assurée que je puisse aller voir des spectacles. Il paraît qu'assez tôt, je manifestais ce désir-là d'aller voir des spectacles, là, comme à j'avais 5 ou 6 ans, je suis allé voir Luc de la Rochelière en spectacle au Théâtre du Cuivre avec ma mère. Bien sûr, j'étais accompagné, j'étais pas seul. Puis c'était un soir de semaine, première rangée. Puis l'anecdote veut que ma mère raconte avec plaisir à chaque occasion qui se présente. L'anecdote veut que je me suis endormi pendant le spectacle parce que j'étais petit puis il était tard. Donc je me suis endormi devant le pauvre Luc de la Rochelière. Je m'excuse s'il écoute ce podcast-ci. Luc, je suis vraiment désolé. Mais on sait jamais, c'est un homme curieux. Semble-t-il que ça l'a détruit cette fois-là. C'est ça, sa carrière. C'est ça. Je suis pas capable de conserver l'attention d'un enfant de 4-5 ans. C'est ça. Mais donc on est assez tôt allé voir quand même pas mal de spectacles. Ça, j'ai des souvenirs clairs puis très précieux de ces moments-là avec mes parents. Puis ensuite, c'est Musique Plus, vraiment. Je dirais jamais assez comment Musique Plus... puis c'est triste que... Bon, il y a d'autres vecteurs pour la culture aujourd'hui qui se trouvent sur Internet et sur les réseaux sociaux, mais ils sont quand même d'une nature différente. Puis il y avait quand même quelque chose avec Musique Plus dont on se moquait quand même beaucoup à l'époque parce que les animateurs étaient parfois inexpérimentés, puis l'esthétique de Musique Plus était très agitée. Bon, les plans, là, les fameux plans sur le côté comme ça. Mais il y avait quand même une richesse culturelle à l'antenne à Musique Plus, ne serait-ce que parce qu'ils présentaient des clips de toutes sortes d'artistes, des artistes qui jouaient pas à la radio, donc tout ce qui est musique alternative, là, si aujourd'hui je sais c'est qui Groove Aardvark, c'est parce que les clips de Groove Aardvark jouaient à Musique Plus, Grimmskunk, tout ça, donc un accès à une autre manière de penser aussi, parce que c'est aussi ça, la musique, c'est un divertissement, puis bon, ça nous rend heureux au quotidien, mais c'est aussi une manière de voir le monde. Tu sais, t'écoutes Grimmskunk, puis là, soudainement, tu dis, ou tu vois le clip de Smells Like Teen Spirit pour la première fois, puis tu te dis, j'ai le droit d'exprimer ma colère de cette manière-là. Et non seulement j'ai le droit d'exprimer, mais il y a une autre personne qui m'a l'air très intelligente qui sent cette même colère-là que je commence à sentir en moi 11-12 ans pour des raisons que je ne saurais pas expliquer pour l'instant. Tu sais. Donc, il y a tout ça qui est précieux. Puis il y avait plein d'émissions. À chaque semaine, à la Musique Plus, tu avais l'émission Fax. 1 heure de reportage, d'entrevues avec des artistes internationaux et québécois. Des entrevues quand même assez substantielles. Là, des 10-15 minutes avec un artiste. Donc, depuis Rouyn-Noranda, c'était quand même un accès vraiment privilégié à la culture. Puis aussi, tu avais l'impression d'être au cœur de Montréal. Toutes les fois que je passe devant les anciens studios de Montréal, de Musique Plus à Montréal, il n'y a pas une fois où je repense pas à ces moments-là où je regardais Musique Plus à Rouen, puis je me disais, ça tombe bien l'air cool, Montréal. Là, il y a French B qui est en entrevue en studio à Musique Plus. Il y a du monde en arrière. C'est ça, tu voyais le monde s'arrêter, checker dans la fenêtre. Les Beastie Boys qui débarquent, puis des artistes majeurs et moins majeurs. Puis je me disais, si seulement je pouvais aller voir ces shows-là à Montréal. Donc, Musique Plus a vraiment joué un rôle marquant. Puis Claude Rajotte, le cimetière décédé, là, évidemment, Claude Rajotte a été un de mes premiers héros. Puis j'ai encore beaucoup d'admiration pour lui. C'était l'exemple, en fait, de critique musicale de l'époque. Il y a aussi ça, c'est qu'aux États-Unis, puis dans le monde anglo-saxon, il y a toute la culture de l'écrit, du journalisme musical écrit, qui est né autour du magazine Rolling Stone
monde. Je simplifie l'histoire du journalisme musical, mais bon, ça a pas mal commencé autour de Cream puis de Rolling Stone Magazine. Mais au Québec, cette tradition-là, elle a existé dans les journaux, puis il y en a certains représentants, mais il n'y a pas la grande tradition du magazine. Il y a eu Québec Rock qui a duré quelques années dans les années 80, qui est un magazine important. Mais sinon, c'est vraiment Musique Plus qui a incarné ça, puis la grande figure du critique rock, en tout cas, dans mes yeux, à moi, c'est Claude Rajotte. Puis il m'a aussi appris qu'on pouvait penser à la musique de cette manière-là, qu'on avait le droit de trouver que ça, c'est pas bon, puis que, tu sais, d'avoir des opinions très, très tranchées et arrêtées, parfois même violentes, sur certains artistes, sur certains albums, c'était correct, dans une certaine mesure. Donc, ouais, Musique Plus a joué un rôle majeur, puis, tu sais, il y a souvent des gens qui disent... des artistes qui disent il y a personne qui rêve de devenir journaliste culturel ou qui rêve de devenir critique. T'sais, on rêve de devenir artiste, de devenir musicien. Bon, les ratés sympathiques de Robert Charlebois. Mais dans mon album définissant en 6e année au primaire, à côté de ma photo, puis mon rêve, la profession de rêve de Dominique, c'était critique musicale. Okay. Donc, c'est pas un plan B, là. Tu deviens ce que tu as voulu. C'est-à-dire que c'est ça. Oui, tout à fait. Excellent titre de podcast. J'ai joué de la musique entre-temps, puis je jouais déjà de la musique. À ce moment-là, je jouais de la batterie. J'en ai joué pendant mon adolescence, puis éventuellement, j'ai abandonné parce que j'étais pas très bon. Puis aussi parce qu'un drum, ça prend beaucoup de place. C'est dur à amener à Montréal, là. Oui, c'est ça. Ben, là, j'ai transité par Sherbrooke, mais c'est ça. Dès le moment que tu quittes la maison familiale... la batterie qui trône dans le sous-sol, il faut la mettre ailleurs et cet ailleurs-là n'est pas toujours trouvable. Puis il y a aussi vraiment, c'est ça, l'idée que je chantais, puis je l'ai compris, j'ai réussi à mettre des mots là-dessus plus tard, mais j'aimais beaucoup jouer de la musique avec mes chums, jammer. Bon, ça c'est le fun parce qu'il y a une espèce d'ivresse, là, puis des fois il y a quelques bières aussi. Littéral ivresse. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi l'ivresse de la musique partagée ensemble, on joue, puis on se trouve donc bien bon présentement. Mais les vrais bons musiciens, en général, sont des gens qui développent une espèce d'obsession. Puis, comme récemment, je recevais Lisa Leblanc à mon podcast, puis elle racontait ça, là, quand elle a commencé à jouer de la guitare. Tous ses temps libres, c'est passé avec sa guitare. Puis moi, j'avais vraiment pas cette relation-là avec ma batterie. Donc, les gens qui sont bons, qui deviennent bons avec un instrument, deviennent bons parce qu'ils ont sans doute un talent, une part de talent inné, mais aussi parce que t'sais, l'un nourrit l'autre. Ton obsession nourrit ton talent inné, puis ton talent inné nourrit ton obsession, te valide dans ton obsession parce que c'est le fun de sentir que t'es bon en jouant d'un instrument. Alors que moi, je chantais rarement ça. Ton obsession est ailleurs, probablement t'as écouté de la musique plus qu'en en jouer. En écouter, puis aussi que ça m'a mis un peu plus de temps à découvrir que je pouvais avoir ce plaisir-là à écrire parce que quand t'as 11 ans, j'ai fait j'ai écrit des critiques d'albums dans le journal de mon école primaire. Puis 10 sur 10 à l'album de Fastball. J'ai dit que Fastball allait... Est-ce que vous vous souvenez de Fastball? Ils ont eu un seul hit qui s'appelait The Way. Ouais, mais oui. C'est ça, c'est une grande chanson. Si vous l'entendiez, tu la reconnaîtrais si tu l'entendais. Mais would they go without ever knowing the merci de exactement. Le 3 podcasts, il disait qu'il serait jamais grand chanteur. Moi, je trouve que tu viens de prouver le contraire. Et voilà. Ça, c'est la preuve indéniable que tu es un grand chanteur. C'est mon démo que je vais envoyer à Bravo Musique. Ouais, exact. Une carrière est née. Mais j'avais accordé, je pense 10 sur 10 à l'album de... T'avais dit que c'est le prochain grand groupe qui va marquer l'histoire du rock. Là. Ça s'est pas passé comme ça. C'est terminé avec cette chanson dont PH vient de nous offrir un extrait. Puis rejoins les clips des One Hit Wonder avec Survivor. Ouais, mais j'ai réécouté l'album récemment, je me souviens plus. Justement, c'est parce que dans le journal, on avait été appelé, c'était une rubrique où tout le monde racontait la critique qu'il regrettait. Puis là, moi, je racontais que la critique que je regrette, c'est la première critique que j'ai, mais je la regrette pas tant que ça. Parce que l'histoire est bonne quand même. Si je la retrouvais, je suis sûr que je serais amusé parce que j'ai écrit, mais donc les autres occasions quand même de s'exercer à écrire, faire des entrevues avec des musiciens puis écrire des critiques de disques qui sont pas nombreuses quand tu as 16 ans, tu sais. Ça arrivait pas souvent, donc le moment où j'ai découvert le plaisir que je pouvais avoir à faire ça, c'est quand j'ai commencé à le faire professionnellement, là, les premiers moments où j'ai écrit des articles pour Bang Bang, puis Voir un peu plus tard, c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, il y a quand même, c'est agréable de faire ça. Puis c'était pas très bon ce que j'écrivais à ce moment-là. Ça m'a pris quelques années pour finir mon écriture, puis surtout
mes techniques d'entrevue, tu sais, comme apprendre à faire une entrevue, c'est quand même quelque chose, puis ça peut s'apprendre à l'école, mais je suis pas allé j'ai pas étudié en journalisme, donc il a fallu que je l'apprenne par moi-même en faisant beaucoup d'erreurs, puis en réalisant que c'était mieux de se préparer et d'avoir préparé quelques questions que de se dire Toujours mieux. je vais me pointer là, puis on va avoir une conversation relax, parce que surtout quand tu commences en journalisme culturel, tu sais, moi j'habitais à Sherbrooke, donc là tu interviews des artistes locaux qui sont très gentils, mais qui n'ont pas beaucoup d'expérience en matière d'entrevue. Puis pour les gens qui accordent des entrevues, c'est aussi un apprentissage de savoir quoi dire, comment parler de son travail de création. Parce que en général, les musiciens vont dire des choses comme c'est venu d'instinct. J'y ai pas vraiment réfléchi avant d'écrire cette chanson-là. Bon, tu sais, ça se peut que ce soit vrai. Avec cette histoire-là. Oui, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Ça va pas donner l'article le plus intéressant de l'histoire du journalisme musical. Donc, eux aussi ont un apprentissage à faire. Puis c'est pour ça que, j'allais dire assez rapidement, mais pas si rapidement que ça, j'ai appris qu'il fallait que je me prépare, parce que eux aussi avaient un apprentissage à faire. Puis que là, si tous les deux, on savait pas quoi dire, si les deux, vous apprenez sa job, ça allait être longtemps. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui est drôle, c'est que, tu sais, c'est comme si pour certains, ça serait un genre de phénomène nouveau, là, que comme les nouveaux jeunes artistes se comportent comme ça, mais il n'y a rien de nouveau là-dedans, dans le sens que... Regardez des vieilles entrevues de David Bowie dans YouTube. Ben, c'est ça. Non, mais tu sais, juste au Québec, je veux dire, c'est les mêmes gens qui ont trippé sur Robert Charlebois ou sur Jean Leloup, c'est ça que j'allais dire. Sur Jean Leloup, puis qu'il le trouve donc attachant, puis donc drôle, puis donc spécial, mais dans le bon sens, puis que là, qu'il y a des nouveaux artistes qui arrivent avec des personnalités originales, puis que là, c'est comme, oh non, lui, j'aime pas comment, tu sais, on dirait qu'il y a comme il y a comme un oubli collectif de comme, non, mais ça a tout le temps été ça, des artistes, là, tu sais. Mais il y a peut-être aussi un peu là-dedans de la survalorisation de ce qu'on appelle l'authenticité, là, tu sais. Jean Leloup, on n'avait pas on voyait Jean Leloup une fois par, je sais pas, il lance un album une fois par 4-5 ans, là, entre L'amour et Sans pitié, puis le Dôme, il y a eu plusieurs années qui se sont écoulées. Il n'était pas surmédiatisé, il n'était pas présent tant que ça, donc lorsqu'on le voyait, on avait accès à seulement ces moments-là, mais on n'avait pas accès à Jean Leloup sur les réseaux sociaux qui nous présente son chien, son chalet, etc. Donc, il y a peut-être une sorte de tension entre ces deux affaires-là, de fossé qui fait que là, c'est difficile de savoir à qui on a accès. Mais effectivement, des artistes qui se comportent de manière étonnante en entrevue, là, ça n'a pas été inventé par... les années 2020. Là. Il y en avait une coupe avant. Ben, c'est ça. Ouais. C'est intéressant l'idée de... juste à rebondir sur juste ce que tu viens de dire, là, changer un petit peu de sujet, mais c'est la première fois en fait que je réfléchis à ce que tu viens de mentionner, du fait qu'avant, t'avais aucun accès aux artistes autres que leur art, dans le fond. Puis que maintenant, les artistes se mettent eux-mêmes en scène sur les réseaux sociaux. Puis on en parlait ce matin justement avec TikTok puis Instagram. On dirait pas que ça dénature le truc, mais c'est vrai qu'il y a un clivage, puis je sais pas comment je me sens par rapport à ça, parce que c'est la première fois que j'y réfléchis, là. Mais il y a quand même une bonne séparation quand même entre ces deux choses-là, là, tu sais. Puis comment est-ce qu'après ça, tu peux prendre l'art juste pour ce qu'elle est, sans que ça soit teinté par le fait que tu sais que la personne, finalement, même si elle chante sur des peines d'amour, est en couple heureuse dans sa vie, là, tu sais. Oui, il y a ça d'une part, là, c'est-à-dire que puis c'est d'autant plus le cas, par exemple, pour les acteurs. Là, les acteurs vont dire j'essaie de me préserver, de pas trop me montrer sur les réseaux sociaux, parce que ou pas juste de pas aller participer à des quiz à outrance, parce qu'après, les gens ils me voient dans un film, dans une télésérie, puis là, ils voient juste la personne que je suis et non le personnage que je suis en train d'essayer de créer. Mais en ce qui concerne les musiciens, il y a clairement, puis c'est ça, c'est-à-dire que j'entends de plus en plus d'artistes dire c'est difficile, c'est presque douloureux de lancer un album parce que tu travailles là-dessus longtemps. Là, il y a un moment où tu le lances, le vendredi, tu lances ton album, là, tu l'as annoncé, là, ça s'en vient vendredi, puis il y a des extraits qui sont parus avant au compte-gouttes pour faire mousser l'attention. Là, tu lances ton album, fait que là, le vendredi, j'imagine que tu reçois un paquet de messages, comme lorsque vous lancez un nouvel épisode de votre podcast. Bonne entrevue avec un tel, une telle. Mais après, c'est terminé. T'sais, les gens... Donc, le temps qu'on passe avec des œuvres est peut-être de plus en plus restreint parce qu'on a accès à toute la musique du monde. Donc, ça fait qu'il y a quelque chose de forcément douloureux là-dedans parce que tu as consacré tout ce temps-là
à créer quelque chose. Les gens Puis, le consomment en un week-end. Là. un week-end, c'est réglé, alors qu'avant, bon, tu sais, ton album sortait, les gens allaient l'acheter au Archambault le mardi, mais ils allaient peut-être aller l'acheter le jour d'après, puis le jour d'après, puis ils allaient peut-être aller l'acheter le mois suivant. Puis ça venait à tes oreilles de toutes sortes de manières différentes, ce que les gens avaient pensé de ton album. Mais je pense qu'il y a aussi... Ben là, moi, je me passe cette réflexion-là, puis j'imagine que vous avez déjà réfléchi à ça, mais il y a une discipline à apprendre avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à mettre notre téléphone de côté, puis je pense que c'est d'autant plus le cas pour les artistes, puis même moi, je sens que les bonnes idées que je vais avoir vont peut-être surgir parce que j'ai vu quelque chose sur Instagram, ça arrive, ou sur Twitter, j'ai une information qui passe, puis là, ça me donne une idée d'article, mais en général, les bonnes idées que j'ai, ils me viennent quand je marche. Ouais. Dans la rue, quand je prends ma douche. T'sais, pourquoi on a autant de bonnes idées dans la douche? Là? Je pense pas que ça a rapport avec l'eau ou avec le savon. Là, c'est juste parce que Tu fais rien d'autre qu'être il n'y a là. rien d'autre à faire dans la douche que d'avoir des idées. Il n'y a pas de stimuli externes, il n'y a pas d'écran à regarder. T'es seul avec toi-même, donc c'est ça. Ça se peut que tu aies une bonne idée à ce moment-là. Mais puis je pense que c'est d'autant plus important pour les artistes parce que le travail de création, il suppose une certaine introspection. Ouais. C'est Richard Séguin là, qui me dit, je fais du name dropping, je suis désolé. Ouais. Mais je suis allé le rencontrer, mon chum. Dick Séguin, là. On est de même. Je suis allé à Saint-Venant, ça faisait un bout. Là, depuis le début de Deviens-tu ce que tu as voulu, j'essayais de le booker. Puis Richard, mais justement, c'est tout à son honneur. Richard Séguin, il sort de Saint-Venant quand il y a une bonne raison. Puis, T'étais pas une bonne raison jusqu'à temps que tu le sois, là. Je ne vais pas lui reprocher de pas être une raison suffisante pour sortir de Saint-Venant, mais il vient pas à Montréal pour rien. Ouais. Puis il valorise la patience. Donc, oui, Dominique, je veux participer à ton balado, mais chaque chose en son temps. Donc, Quand ce sera le temps. à chaque nouvelle saison, à chaque une ou deux fois par année, j'écrivais à Sage et Grande. Est-ce que Richard serait plus disposé à m'accorder une entrevue? C'est pas le bon moment. Richard est dans sa cabane, il écrit des chansons. OK. Richard est dans sa cabane, il écrit des chansons. Il est pas en train de checker son sel. Ouais. Il est pas en train de m'accorder une entrevue. Puis il m'a répété à peu près la même chose parce que je lui parlais de ça, cette discipline-là qu'il avait de retourner chez lui, dans ses terres. Puis il disait que ça lui prenait du temps à se déposer au retour d'une tournée parce qu'il était habité par toutes les personnes qu'il avait croisées, puis la route qu'il avait faite, les moments qu'il avait partagés avec ses musiciens. Il revient chez lui, puis bon, c'est sûr que Richard Séguin est une personne particulière, puis qui a une très, très grande sagesse, puis une qualité d'écoute et de silence, mais ces deux affaires-là vont ensemble chez lui, qui est vraiment unique. Mais, en tout cas, je pense qu'on gagnerait tous à être un peu plus comme... je vais dire une belle phrase. On gagnerait tous à être plus comme Richard Séguin. Puis à se permettre, puis à créer les conditions pour qu'on soit seul. Ouais. Avec nous-mêmes, mais c'est d'autant plus le cas lorsque tu as allé pêcher au fond de toi des nouvelles idées, des nouvelles chansons qui sont forcément liées à quelque chose d'intime chez toi. Là. Mais c'est ça le problème, c'est ça le paradoxe aussi avec être un artiste en 2023, c'est que ce travail-là, il faut le faire, mais en même temps, t'es appelé à être présent sur les réseaux sociaux, t'es appelé à toujours alimenter ça, toujours alimenter. Là, je le dis comme si c'était super facile, mais je comprends que c'est très compliqué parce que d'une part, tu reçois de la validation, donc ça, c'est très grisant, mais aussi, effectivement, il faut que tu sois sur... mais je pense que, tu sais, là, j'ai fait un tweet là-dessus parce que ça m'amuse que je parle de mon Twitter comme si c'était quelque chose de super important. Ce n'est pas du tout. Mais j'investis beaucoup de temps sur Twitter. Trop de temps. Investi, est-ce que c'est le mot que tu voulais vraiment utiliser? Ben, j'aurais peut-être dû employer un autre mot. Mais, tu sais, il y a beaucoup d'artistes là, qui vont faire des posts du genre « Mardi, je vais sortir le premier extrait de... » Sérieux, on sait pas t'es qui, tu sais, comme... C'est pas grave, là. Sors là ta chanson, puis on l'écoutera si on veut l'entendre. Et comme... T'sais, si c'est Cœur de Pirate qui me dit mardi je vais sortir une nouvelle chanson, là je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être heureux d'apprendre cette information. Qui mardi vont être à l'écoute. Puis le paradoxe, c'est que Cœur de Pirate pourrait se permettre de sortir une chanson sans l'annoncer, puis ça va créer un buzz tout de suite, évidemment. Je sais pas, même chose pour Taylor Swift, là, mais tu sais, après, il y a un paquet d'autres artistes qui investissent beaucoup de temps à tenter de créer un buzz, alors qu'il n'y a pas vraiment de buzz à créer, puis que la chanson parlera d'elle-même ou pas, mais
c'est pas tout, tout ce que tu vas C'est pas en avoir. disant mardi, stay tuned, que genre, je vais avoir envie de l'écouter. Ou genre, Puis des fois, c'est ou quasiment encore pire, même... tu sais, travaille sur des grosses affaires, stay tuned. Puis c'est comme, mais je connais man. rien de toi, genre, je suis pas Oh. excité de rien, là, tu sais. C'est ça, exactement. Il y a beaucoup de ce genre. Si on élimine tous ces posts-là des réseaux sociaux, là, il me semble qu'on vient d'éliminer une bonne partie un bon de ce qui est pourcentage publié. des réseaux Ouais. sociaux. Stay tuned, 3 petits points. Sauf que la triste réalité, la réalité, en fait, c'est qu'aujourd'hui, je veux dire, pour une maison de disques, puis tu sais, on en a parlé pas plus tard qu'à ce matin, tout le package autour de la musique est pris en compte, là, dans le sens que ta personnalité, ta qualité à engager avec le monde, à être intéressant, puis à créer un engagement, puis des fois, cet engagement-là est même pas créé par nécessairement ta musique, là, mais juste par ton persona en ligne. Puis là, Maison de 10 va regarder ça, puis suivi par 60 000 personnes, intéressant. Tandis que cette personne-là, est-ce qu'en termes artistiques, elle a quelque chose à offrir d'intéressant? Mais Peut-être que oui, peut-être que non. Tu sais. C'est clair que les deux sont liés. Là, tu sais. Ouais. Tu prends l'exemple, mettons, d'une artiste comme Phoebe Bridgers, là, tu sais, qui est une autrice-compositrice Ouais. fabuleuse, mais c'est à peu près clair que sa présence en ligne sur Twitter et sur Instagram a joué beaucoup dans sa popularité parce qu'elle a un sens de l'humour très, très acide. Ouais. Puis, elle mange pas ses mots quand elle dit quelque chose, quand elle réplique à certaines personnes. Donc ça, je pense que... Puis c'est ça, elle est très comique. Donc je pense que ça a contribué. Puis là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais après, il y a des contre-exemples. Tu sais, Loud est pas tant que ça sur les réseaux sociaux. Puis... Il y avait combien de personnes lors de son spectacle au Franco? Il y en avait beaucoup. Donc, je Beaucoup de pense personnes que au FEC l'année passée aussi. c'est ça. Tu sais, sa carrière va bien, je Ouais. pense. Il n'y a pas trop à se plaindre. Puis il n'y a pas besoin de se vendre tant que ça. Là. Non, c'est sa musique qui parle d'elle-même. Il parle beaucoup de lui-même dans ses chansons. Donc, je pense qu'il y a aussi une manière de se bâtir une carrière sans trop miser sur les réseaux sociaux. Il faut surtout pas que ça paraisse forcé. Là. Je Ben pense oui, que c'est ça. Phoebe Bridgers, c'est le fun parce que ce qu'on voit sur ses réseaux sociaux, on a l'impression d'avoir un accès à ce qu'elle est vraiment. Là. Mais il y en a d'autres pour qui on sent tout le travail, on sent le sang et la sueur derrière ce post-là. Puis c'est là où ça fonctionne moins puis c'est moins heureux. C'est vrai, puis souvent ça paraît même, puis ça fait l'effet contraire. Là. Ça fait que tu as moins envie de consommer cet artiste-là, là, ou son œuvre. Tout à fait. Moi, j'ai une question pour toi, parce que j'avais un séminaire de maîtrise à l'université, puis on parlait du... T'es étudiant en quoi? J'ai fait en littérature. Ah oui, OK. Puis on parlait justement de journalisme littéraire. Puis on avait reçu, là j'oublie son nom, mais on avait reçu un journaliste qui venait nous parler qui c'est un journaliste culturel. Puis il venait nous parler de comment lui, c'était important pour lui de garder une distance entre... Est-ce que c'était Christian Desbelles? Non, je pense pas. OK, d'accord. Puis, mais là, ça ferait vraiment bien que je m'en rappelle, mais... C'est pas grave. Puis il nous parlait à quel point c'était important de garder une distance entre le milieu artistique puis le critique culturel pour éviter pour pouvoir rester franc dans ses critiques, pour pouvoir pas se sentir impliqué dans le truc. Puis là, tu sais, tu parles de faire des entrevues avec des artistes. Faire une entrevue, il faut que tu te rendes quand même pas aimable, mais quand même amical. Faut que tu Idéalement, faut pas être antipathique. être agréable pour pouvoir sortir le meilleur de tes entrevues. Puis parallèlement à ça, comme juste la journée où est-ce que Dom m'a écrit en me disant « Hey man, Dominique Tardif, ça t'attend-tu au podcast? » Je fais « Ouais, vraiment. » Mais cette journée-là, c'était la journée que tu sortais la critique du spectacle de Jérémy Demé. Puis là, je me suis dit... Est-ce que c'est ton ami? Non, c'est pas mon ami. On l'a reçu ici une fois, puis c'est la seule fois que j'y ai parlé de ma vie, c'était ça. Mais moi, je me suis dit... Jérémy Demé, probablement... ça ne tentera pas de te parler, mettons, là, tu sais, puis probablement qu'il ne voudra plus jamais entendre parler de toi, ou du moins plus jamais collaborer avec toi, je lui en voudrais pas. C'est ça, exact, sauf que en même temps, ton travail, c'est aussi d'aller à la rencontre des artistes, puis des fois, tu te lis d'amitié, pas d'amitié, mais tu te lis de sympathicité avec un artiste dans une entrevue, qu'il va peut-être falloir qu'après ça, si t'aimes pas son album, c'est quoi ta posture dans cette situation-là? Là, c'est sûr que le contexte québécois, le contexte médiatique québécois rend les choses particulières parce que bon, on est un grand peuple, mais on est peu nombreux. J'allais dire on est un petit peuple. On n'est pas un petit peuple, on est un grand peuple. Un grand peuple de peu de personnes. C'est ça. Donc, petit milieu, tout le monde se connaît. Il y a quelque chose de forcément incestueux là-dedans. Puis moi, dans mon travail, je suis appelé à, donc, comme tu le dis, faire des entrevues avec des gens, ce qui suppose un certain degré d'intimité qui va être
bref, qui est très circonscrit dans le temps, mais qui existe quand même, quand ça se déroule bien. Bon, tu sais, après, il y a plein de manières de prévenir ça, dans le sens où, dans le meilleur des mondes, mettons, quand un humoriste sort son spectacle, mais là, quand c'est possible, c'est pour ça que je dis qu'il y a comme un paquet de raisons aussi de nature contextuelle, circonstancielle et économique autour de ça. C'est-à-dire que lorsqu'un humoriste donc sort un spectacle, idéalement, c'est pas la même personne qui fait l'entrevue au sujet du spectacle avant la première et la critique, parce que là, ça te met dans une drôle de posture. C'est pas toujours possible. Ça m'est arrivé là, de faire l'entrevue et d'aller faire la critique par la suite. Puis, bon, donc c'est sûr que ça nous met dans des dispositions particulières. Après, il faut garder en tête que la personne à qui notre travail s'adresse en premier lieu, c'est pas l'artiste qui est sur scène, c'est notre lecteur, notre lectrice. C'est à eux qu'il faut dire la vérité puis dire c'est quoi ce spectacle-là, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, est-ce que c'est moyen, qu'est-ce qui se passe dans ce show-là. Mais c'est ça, idéalement, bon, tu sais, il y a d'autres contexte médiatique où, bon, aux États-Unis, par exemple, où je pense qu'on va tenter de créer une sorte de mur plus étanche entre les gens qui font de la critique puis les gens. Parce qu'il y a aussi que je suis appelé à faire des entrevues avec des gens lorsqu'ils lancent de nouvelles œuvres, puis là, on reçoit des communiqués, il y a des relationnels, on leur écrit, tout ça est organisé. Mais il y a aussi que des fois, j'entends parler de quelque chose parce que j'ai des contacts dans le monde de l'édition, dans le monde littéraire, dans le monde de la musique. Puis là, les gens, ils vivent des affaires, puis soudainement, ça ferait un bon article dans le journal. Puis là, je leur dis, est-ce que tu accepterais de me raconter ça? Puis c'est venu à mes oreilles parce que je suis en contact avec mon milieu, comme les journalistes politiques. Ils font pas juste retranscrire ce qu'ils reçoivent par communiqué. Évidemment, c'est parce que ils ont des contacts, ils parlent à des gens, puis là, soudainement, je viens de trouver quelque chose. Je viens de gratter un scoop ici, puis je viens de gratter un scandale. Donc, ça aussi nous sert. Donc, je ferais vraiment mal ma job de journaliste culturel si je restais dans mon coin. Puis je parlais, ça veut pas dire que je suis en train d'écrire à des artistes constamment pour leur dire « Hey yo, t'as-tu quelque chose à me raconter de... » Je sais pas, là. Mais c'est pas ça, sauf que je parle à des gens régulièrement qui, parfois, vont avoir envie de me dire des choses. Puis c'est le cas de tous mes collègues à la presse, très certainement. Donc, effectivement, c'est difficile, mais pour revenir à Jérémy Demé, bon, je comprends que lui aurait peut-être des réticences à me parler, mais moi, ça me dérangerait pas. Je serais à l'aise de faire une entrevue avec lui. J'imagine qu'il y aurait peut-être une petite tension. Peut-être. Il y a des choses dans son spectacle que j'ai trouvées vraiment déplorables. Il tient des propos avec lesquels j'ai pas juste le commentaire de mon spectacle n'était pas seulement de nature esthétique. Il y avait aussi des propos qui tiennent dans son spectacle qui me semblent un peu dommages pour dire le moins. Mais je serais à l'aise. En tout cas, ça me dérangerait pas qu'il se trouve devant moi. Puis je pense qu'on pourrait avoir une conversation. En tout cas, je sais pas, il n'est pas sur une blacklist personnelle. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire que mon travail, c'est pas de parler seulement d'œuvres que j'ai appréciées. De toute façon, parfois, dans le cas d'un spectacle d'humour, il n'y a pas moyen de le savoir avant d'y aller. Puis, mon travail non plus, c'est pas seulement de parler avec des artistes que j'aime. Je pense que des fois, il y a une confusion là, quand, par exemple, je jase avec des gens qui étudient ou qui veulent devenir journalistes culturels. Ils pensent que leur travail, c'est seulement de parler des œuvres qui les rendent enthousiastes. Et puis, c'est vrai que ça, c'est une part du travail qui est le fun, mais moi, à force de le faire, ce métier-là, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a comme pas vraiment de corrélation entre les bonnes histoires. Puis ce qui est le fun, en fait, c'est de raconter une bonne histoire. Puis, avoir une conversation avec, je sais pas, Patrick Normand. En fait, j'ai rien contre la musique de Patrick Normand, puis je l'aime de plus en plus je découvre son œuvre. Mais a priori, c'est peut-être pas le genre de musique que j'aurais écouté, puis c'était pas le genre de musique que j'aimais quand j'étais ado. Mais là, quelques mois, j'ai fait une entrevue avec Patrick Normand, puis c'était passionnant, parce que le monsieur a une carrière immense, puis il y a une richesse de connaissances, puis quand il parle de musique, il y a une grande passion qui est palpable. Donc ça va donner, ça peut, en tout cas, si je fais bien mon travail, ça va donner un bon article, parce que cette personne-là, elle est intéressante. Mais est-ce que ça veut dire que Patrick Normand est soudainement mon artiste préféré de tous les temps? Pas forcément. Puis après, un jeune band qui vient de lancer un album que je vais écouter en boucle à la maison, ça va peut-être pas donner un super texte, parce que ces gens-là n'ont pas encore grand-chose à dire. Ils viennent juste de lancer leur album, donc on va leur donner une chance, puis on leur parlera peut-être un petit peu plus tard. Donc il n'y a pas... C'est ça. L'apprentissage, ça a été un des apprentissages majeurs de ma petite carrière, c'est que
le lien entre ce qui va donner un bon article puis la qualité de l'œuvre. Et des fois, il y en a un, puis évidemment, c'est plus agréable de mettre en lumière des choses qui sont intéressantes que le contraire, sauf que le lien est pas direct, du moins. Mais est-ce que des fois, ça va t'arriver de te censurer? Dans le sens que, mettons que tu écoutes un album puis tu l'apprécies pas, vas-tu des fois décider d'omettre de faire une critique, de juste pas en parler plutôt que de donner... Ben, ça arrive, c'est-à-dire qu'on fait toujours des choix, puis par exemple, là, en musique ou en littérature, ça, moi, les principaux domaines que je couvre, c'est la musique, la littérature puis l'humour. En humour, ce qu'on fait, c'est un journal comme La Presse, puis c'est le cas d'à peu près tous les médias au Québec vont couvrir les premières, t'sais. Puis c'est souvent des artistes, là. Bon, Jérémy Demé, je sais pas, Joe Cormier, Louis Morissette va faire une première cet automne, Louis-José Hood. On va à la première, puis on découvre si c'est bon ou pas, à peu près en même temps que tout le monde. Puis, on va les couvrir parce que ce sont des personnes connues, puis faut absolument être là. Mais dans le cas de la musique, ben, il y a tellement de parutions, c'est la même affaire en littérature, donc il y a des évidences, puis je pense pas que la presse pourrait se permettre de pas faire une critique du nouvel album des Foo Fighters ou de pas faire une critique du nouvel album de Cœur de Pirate. Mais s'il y a un jeune artiste qui lance un album dont à peu près personne parle présentement, c'est sûr que je vais pas comme aller le sortir de la pile juste pour dire juste que pour le bully, là. le nouvel album de Joe Blow, que vous savez pas c'est qui, c'est vraiment pas bon, écoutez-le pas. Ce recueil de poésie, bon, et voilà, donc vous voyez là où je veux en venir, on se force pas pour trouver des... Parce que ce serait super facile en fait. Là, trouver des mauvais projets, ça existe, il y en a beaucoup. Là. Ça pullule. Donc là, si je parle d'un nouvel artiste, la part du temps, c'est parce que c'est quelque chose dans lequel je vois. Ça veut pas dire que c'est parfait, puis ça veut pas dire que je vais donner 10 ou 9 sur 10, mais il y a quand même quelque chose là-dedans qui m'apparaît intéressant puis digne de mention. Puis là, je veux partager mon enthousiasme auprès de nos lecteurs puis de nos lectrices. Mais c'est ça. Fait qu'il y a un certain nombre d'évidences, des artistes qui s'imposent, des œuvres qui s'imposent à côté desquelles on peut absolument pas passer, parce que sinon les gens vont dire voyons, qu'est-ce qui se passe avec la presse, pourquoi ils nous parlent pas du nouveau show de Louis-José Hood. Mais après, bon, il y a d'autres choses qu'on peut éviter, puis c'est pas nécessaire de dire du mal de gens qu'on sait pas c'est qui. De toute façon, on peut les laisser essayer de s'améliorer dans leur en attendant. Mais t'as-tu déjà été pris dans la position qu'il y a un album dont tu dois faire les critiques de quelqu'un que personnellement t'apprécies, puis qui est devenu, mettons, un ami ou une bonne connaissance, puis que là, t'étais obligé d'écrire un article puis de dire j'ai vraiment pas aimé ça? Non, pas vraiment, mais je dirais pas qu'il y a des gens que j'apprécie puis que je connais un peu plus dans le monde culturel, mais j'ai pas vraiment, il y a personne avec qui que je texte pour aller prendre une bière sur une base régulière. Il y a des gens dont je suis un peu plus proche, puis je pense que dans ce cas-là, tout ce que je ferais, c'est que je m'abstiendrais de faire la... J'ai été recherchiste, par exemple, pour Vincent Vallière, il y a quelques années, lorsqu'il animait une émission à Ici Musique, tu sais. Puis on n'est pas des meilleurs chums, mais je l'apprécie beaucoup, puis j'ose espérer que c'est réciproque. Donc, tu sais, si Vallière, je serais à l'aise de faire une entrevue avec lui, mais je ferais pas une critique de son album parce que je me sentirais mal, puis j'aurais moi-même l'impression d'être en conflit d'intérêts. On comprend que t'as pas aimé son dernier album. Non, j'ai adoré, j'adore toute son œuvre, tous ses albums, c'est des 10 sur 10. Mais donc, il y a des mesures à prendre pour s'assurer que... J'ai des collègues qui pourront parler du prochain album de Vincent Vallière. Mais comme tu dis, c'est ça, c'est un milieu tellement petit. Mon frère a un peu vécu genre de situation, tu sais, lui dans le monde du cinéma. Non, mais non, mais je parlerai pas. En tout cas, on peut en parler aussi. On peut en parler aussi. Là, moi, je pense qu'on devrait parler de ça. Je sais pas c'est quoi, mais... On y reviendra. On y reviendra. Je mets ça sur la glace, on y revient. Mais, tu sais, mon frère, il est cinéaste, en fait, là, il est réalisateur, puis il y avait aussi un podcast de cinéma qui s'appelle Point de vue, où il parle de cinéma, tu sais, de cinéma québécois, de cinéma international, puis aussi de classique, tu sais, puis de cinéma en général. Puis, tu sais, ça arrivait que... Mon frère est quelqu'un de très extrêmement critique, là, dans la vie. Extrêmement tranché aussi. Ça, c'est une autre chose. Ouais. Les artistes sont souvent les critiques les plus pires acerbes, critiques de leur propre travail, du travail des autres. Donc, c'est ça. Quand ils nous reprochent de l'être trop, ou même d'être trop acerbe, j'ai souvent le goût de leur répliquer, mais je me souviens de la fois que tu me parlais d'un tel puis que tu m'as dit ce que tu pensais vraiment de son album. Mais je t'ai interrompu. Moi, ça, je l'expérimente parce que moi, je fais de la musique aussi dans la vie. Puis, tu sais, dans des discussions de vannes, des fois, c'est rough. T'sais, on n'est pas tout le temps gentil. Là, puis des fois, je l'entends. Puis ça, c'est
c'est pas bon, puis ça, puis c'est normal parce que tu deviens... Quand tu cares vraiment pour toi, ce que tu fais, inévitablement, tu deviens extrêmement critique de ton propre travail. Tu as certains idéaux sur lesquels tu veux tendre, puis tu essaies de te rapprocher, puis tu as certains héros que tu écoutes, tu as certaines musiques que tu écoutes qui comme des... Qui devient un peu des genres justement d'idéaux. Puis tu te crées un genre d'échelle personnelle, de goût, puis de qu'est-ce qui est bon, puis de critères pour y arriver. Fait que là, quand tu écoutes d'autres choses qui restent, qui est pas dans cette esthétique-là, ou qui est pas dans cette... qui finalement pas les mêmes idéaux, peut-être, ben c'est facile de dire que ça, c'est pas bon, mais des fois, c'est juste une affaire de c'est pas les mêmes référents aussi. Les gens qui aiment leur travail, là, qui disent, moi, quand j'écoute ma musique ou quand, je sais pas, je lis un de mes articles, tu sais, je vois que des qualités là-dedans. C'est soit des gens qui sont vraiment très équilibrés, qui sont très zen, qui doivent faire du yoga ou qui doivent consulter, peut-être qu'ils font tout ça, qu'ils mangent bien, tu sais. Ou c'est des gens qui s'illusionnent, là, c'est-à-dire que c'est pas, moi, quand je lis, puis c'est pas nécessaire d'être abusivement critique de son propre travail, puis de se fouetter, puis de se dire, il y a un équilibre à trouver là-dedans, puis je suis déjà allé dans l'excès contraire, puis je pense que maintenant que ma vie est remplie d'autres choses, comme avoir un enfant, ça me permet aussi, c'est ça. De relativiser. Exactement. Relativiser, c'est le mot essentiel ici. Ouais. Mais c'est ça. Si tu regardes tu sais, quand je relis des vieux articles, mais c'est sûr que je vois juste les défauts ressortir. Mais après, les gens qui écoutent tes chansons ou qui lisent mes articles, j'imagine qu'ils sont pas constamment en train de scruter notre travail pour se dire... C'est où, là, la virgule que je pourrais trouver qui aurait dû être à l'autre place? Ils n'entendent pas le mauvais coup de snare. Là. Sûr que... c'est ça. Mais toi, c'est ça. Toi, comme tu es critique envers ta propre écriture, puis que tu as certains... T'as des standards élevés à certains niveaux, ben là, des fois, peut-être que tu lis une critique, puis que ça doit t'arriver de trouver que c'est mal écrit aussi. Là, je trouve que le travail de tous mes collègues est absolument exceptionnel. Bon, c'est ça. Mais bref, pour revenir à l'histoire de mon frère, il fait du cinéma dans la vie et à temps partiel critique dans son podcast parce qu'il parle de cinéma. Puis tu sais, au début, mon frère, c'est pas quelqu'un qui a la langue dans sa poche. Puis quand il a une opinion, il est passionné, puis il la défend. Puis quand il aime pas quelque chose, il aime pas. Puis quand il aime quelque chose, il aime. C'est arrivé qu'il parle de films québécois puis qu'il disait ça c'est pas très bon pour telle raison, tu sais. Puis meilleure manière de se faire des amis. Ben c'est ça. À un moment donné, il a reçu des téléphones de genre de la productrice ou du réalisateur directement. Puis c'est comme, man, ça m'a fait de la peine ce que t'as dit. Puis non, tu sais. Puis aussi, c'est non seulement la personne personnellement qui te fait de la peine, mais aussi, tu sais, lui, c'était quand même c'était pas à heure de grande écoute, là, dans le sens que c'est son podcast, puis genre, c'est vraiment juste des cinémas qui écoutent ça. Sauf que, tu sais, il y a toute une industrie qui gravite à ça. Il y a plein de gens qui dépendent du succès de de son show d'humour, de son album, de ci, de ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est comme... Tu peux, par la bande, en voulant juste exprimer ton opinion de même... créer des répercussions poches. C'est pour ça qu'il faut quand même prendre conscience qu'on a une responsabilité qui est importante, puis je veux pas dire qu'elle est plus importante qu'elle l'est réellement, dans le sens où, bon, ce n'est que... J'aime quand même rappeler aux gens que ce n'est qu'un article dans le journal, donc, tu sais, pour reprendre l'exemple de Jérémy Demé, sa tournée se poursuit, sa carrière n'est pas terminée. Je pense que les choses vont quand même aller bien pour lui, peu importe ce que j'ai pu écrire à son sujet. Mais il faut quand même être conscient qu'il y a une responsabilité. Les mots, ils viennent avec une responsabilité. Puis il faut prendre en considération qu'ils peuvent avoir des répercussions. Donc, il faut quand même bien sous-peser chacun des mots, mais tout en ayant conscience que la responsabilité principale, c'est de dire la vérité, de dire ce qu'on pense réellement, de livrer notre propre analyse de l'œuvre qui se trouve devant nous. Là. Puis la seconde que tu le fais pas vraiment, c'est là que tu perds la confiance de tes lecteurs. Là. Oui, ben c'est aussi la question que je me pose en écrivant un texte. Est-ce que ce que je dis ici, la qualité que j'attribue ou le défaut que j'attribue à une œuvre, est-ce que je suis capable de le défendre devant quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis capable d'argumenter? Puis là, dans la plupart des cas, je pense que... Parce que j'essaie de répondre oui. Il faut que je réponde oui à cette question-là pour l'écrire. Mais après, là, je dis ça, mais on fait notre travail relativement rapidement. Donc, tu sais, j'écris un texte sur un spectacle d'humour,
je vais prendre, je sais pas, 3, 4, 5 heures, ça dépend, c'est quand le deadline, s'il faut que mon texte soit remis. Si mon texte doit être remis le soir même, là, j'écris pendant le show, ça c'est plus le cas des spectacles de musique. En humour, on publie le lendemain matin, parfois, on a un petit peu plus de temps justement pour laisser macérer le spectacle en nous, mais il faut quand même livrer un texte assez rapidement. Donc ça aussi, ça crée une sorte de marge d'erreur avec laquelle il faut apprendre à travailler puis qui est à prendre en considération quand on lit ce genre de texte-là. Ça excuse pas des erreurs mais un mauvais travail, sauf qu'il y a quand même ces conditions-là qui sont à l'œuvre lorsqu'on produit ce genre de texte-là. Mm-hmm. Moi, j'ai une fascination pour les personnes qui sont capables de vraiment... Ben, j'ai une fascination. C'est vraiment pas la bonne expression, je pense pas à tous les jours, là, mais comme du monde qui sont capables... se réveille le matin, puis c'est la première chose à laquelle il pense. Qui sont capables d'avoir une opinion vraiment tranchée sur des affaires. Moi, j'ai vraiment de la difficulté à... Tu sais, le gars qui fait The Needle Drop, là... Ouais, Anthony Fantano. Ouais. Anthony Fantano, lui, genre... Le critique musical le plus célèbre au monde. Il va écouter un album, puis il va être capable de défendre tous ses points de vue sur tous les tracks, tout le temps. Genre, puis il sait qu'est-ce que lui aime, qu'est-ce qu'il aime pas, puis il va pas, genre, jouer dans la nuance habituellement, là, tu sais. Moi, j'ai de la misère à faire ça, tu sais. J'ai vraiment de la misère à savoir qu'est-ce que j'ai aimé dans quelque chose. Tu sais, je suis capable de dire que j'ai aimé quelque chose, mais j'ai de la misère à vraiment trancher mon idée, tu sais. Puis, toi, ça a toujours été dans toi d'être capable de faire ça, ou bien tu le travailles? Ben, je sais pas si ma question est claire. Non, ta question est super claire, mais c'est drôle parce que justement, ce soir-là où je suis allé voir Jérémy Demé, ma blonde avait des amis à la maison qui venaient prendre un verre avec elle. Puis donc, avant que je quitte pour le spectacle, les deux amis de ma blonde qui me connaissent, mais pas tant que ça, me disent « Mais là, tu vas aller voir le spectacle, puis là, tu vas revenir, puis tu vas avoir comme tu vas être capable d'écrire ton opinion, d'écrire un texte là-dessus. » C'est mon métier. C'est ça que je fais. Ouais. C'est ça ma job. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose que je comprends qui peut être un peu... je vais reprendre ton mot, fascinant. Ouais. Mais je pense que oui, là, je pense que j'ai toujours eu ça, puis ça a sans doute été nourri par Claude Rajotte, qui lui-même avait des opinions très tranchées, puis qui pouvait faire des destroys, il y avait un côté caricatural là-dedans, mais bon, il ménageait pas les albums, puis je suis sûr que si on faisait ça aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est ça, les gens grimperaient dans les rideaux pour... C'est de l'intimidation sous la forme de critique musicale. Ouais. Pauvre Pierre Belland, puis pauvre Steph Kars. Là. Mais fait que je pense que ça a été aiguisé par Claude Rajotte, puis qu'il y a une part d'inné en moi. Mais il y a aussi, bon, c'est ça, je pense que l'équilibre parfois qui est difficile à trouver, puis ce que j'essaie de protéger en moi, c'est une sorte de... émerveillement, c'est peut-être un mot un peu quétaine, mais tu sais, ce qui aiguise le regard du critique, c'est d'être exposé à plusieurs œuvres. Donc là, tu sais, les spectacles d'humour, les premières, je vais presque toutes les voir, puis j'essaie d'en voir le plus souvent possible, d'aller voir du rodage, puis de m'exposer à toutes sortes de types d'humoristes, puis d'en regarder sur Netflix, Crave et compagnie, pour avoir une certaine idée de ce qui se fait présentement, puis c'est quoi l'histoire de l'humour, dans quoi ce nouveau spectacle-là s'inscrit. Sauf que là, ce que ça crée, ça, c'est une sorte de... Ça peut créer une sorte de désenchantement, parce que lorsque je vais à la première, bon, c'est juste un autre moment dans ma semaine, je vais aller voir un spectacle, faut pas être blasé, faut pas devenir blasé. Faut quand même que je prenne en considération quand j'écris que les gens qui vont voir le spectacle, les autres personnes qui vont aller voir le spectacle, eux ont payé pour aller le voir, puis ils sont contents d'aller voir, ils ont choisi cet artiste-là, ils sont contents d'y aller. Puis ils viennent avec une certaine part de générosité. T'sais, ils veulent trouver ça bon. T'achètes pas des billets pour un show en disant « Hey, je vais aller le voir, lui, puis ça va être moyen en tabarouette. » Donc, c'est ça. Je pense qu'il faut lutter pour ne pas devenir blasé, mais en même temps, ce qui fait que je peux avoir des opinions peut-être un petit peu plus tranchées ou avoir une sorte d'assurance. Puis là, je dis pas que j'ai une assurance si grande que ça en mes opinions, là, mais quand même, lorsque tu écris quelque chose dans le journal, faut que tu y crois. C'est que j'en vois plusieurs, donc ça je pense que... ça forge, ça sculpte mon regard sur une œuvre. Puis est-ce que quand, mettons, tu vas voir un spectacle ou tu écoutes un album ou tu lis un livre qui n'est pas dans le cadre d'une critique que tu vas faire, est-ce que tu activement le critiques
par toi-même après ou non? Pas nécessairement. Il y a quand même une part de moi qui... Ben, c'est pas tant de le critiquer, mais de trouver genre tu réfléchis, trouver le spin que tu pourrais donner à ça pour faire un article. Donc, des fois, même si je suis en vacances, puis là, je lis un truc, puis là, je me dis, mais là, j'aurais pu faire une entrevue avec l'auteur, puis blablabla. Fait que donc là, faut quand même que je ferme l'interrupteur puis que je redevienne un simple lecteur. Mais oui, tantôt, là, quand je parlais de la machine à idées, il y a quand même il y a cet aspect-là, ça travaille toujours en moi, cette espèce de petit moteur là, qui constamment tourne puis qui essaie de trouver la manière de transformer ce qui se trouve devant moi en sujet d'article. Ouais. Par rapport à ton autre question de, tu sais, comment savoir qu'est-ce qu'on aime de quelque chose ou si on aime quelque chose. Puis, tu sais, je parlais de discussion de Van un peu plus tôt. Puis, une des discussions qui revient souvent, tu sais, c'est un peu la question de qu'est-ce qui fait que quelque chose est bon, mettons, là, tu sais. Puis, parce que, tu sais, il y a des choses que je trouve bon, que toi tu trouves pas bon, que toi tu trouves bon, puis vice-versa. Puis, il y a des choses extrêmement populaires que je trouve extrêmement mauvais. Ouais. Puis on a des exemples, que j'en nommerai pas, là, mais tu sais, il y a des exemples ici ou partout, whatever, que je suis comme, j'ai rien contre la personne. Je suis sûr que c'est une super belle et bonne personne. Mais je comprends pas l'engouement, puis je comprends pas pourquoi cette personne-là. Puis c'est pas l'affaire de jalousie, là, tu sais. Mais tu sais, je comprends pas pourquoi il y a autant de monde partout où est-ce que cette personne-là va. Parce que moi, je regarde les textes, les qualités de la musique, puis je fais comme. Je vois aucun intérêt à ça. Non, mais je t'interromps, mais je pense que la question du goût, là, qu'est-ce qui fait le bon goût et le mauvais goût, je suis vraiment loin d'être un spécialiste de cette question-là, mais c'est lié à des questions de classe sociale, d'origine, de culture, de race, de genre. Donc, il faut quand même prendre ça en considération. Puis je pense que la critique a beaucoup changé au cours des, 10, 15, 20 dernières années, peut-être au Québec, mais aussi au plan international, parce que on prend ces choses-là en considération. Tu regardes un site comme Pitchfork, là, qui est une des références en matière de critique musicale, puis dans leurs premières années, là, ils se permettaient d'écrire des textes qui étaient non seulement acerbes, mais qui étaient violents, qui étaient vraiment méchants, qui étaient parfois misogynes ou qui avaient une espèce d'aspect raciste dont l'auteur, le critique, était peut-être pas tout à fait conscient, mais qui était néanmoins visible pour les gens qui appartenaient à la communauté dont il était question. Donc, il y a toutes ces choses-là qui entrent en ligne de compte, puis ça veut pas dire que toutes les œuvres s'équivalent puis que tout est bon, mais il faut quand même prendre conscience que on considère une œuvre avec notre propre bagage culturel qui est lié à notre genre, notre classe sociale, la culture de laquelle on vient, puis que tout ça va avoir une influence sur le jugement qu'on peut poser, puis que d'autres personnes vont poser un autre jugement précisément parce qu'ils viennent d'ailleurs, puis aussi parce que nous, on n'a peut-être pas les outils pour comprendre ça. Puis c'est ce qui fait qu'un site comme Pitchfork, là, on leur reproche souvent de ne publier que des critiques essentiellement positives, mais c'est parce qu'avant, il y a aussi ça, là, une des raisons pour lesquelles il y avait plus de critiques négatives à une certaine époque, je pense, c'est qu'il y avait ce qu'on appelait le critique généraliste. T'sais. Puis je corresponds quand même pas mal à ça, mais c'est rare que je vais faire des critiques qui appartiennent à un genre que je connais pas du tout. Mettons, je connais le rap correctement, là, ça va, là, comme je sais c'est qui Dr. Dre, puis je sais c'est qui Loud, bon, puis j'en connais d'autres, c'est les deux seuls rappeurs que je connais. Mais je ferais probablement pas une critique d'un album de rap parce que je m'y connais pas assez, j'ai pas une expertise assez importante. Mais avant, t'avais le critique généraliste qui parlait de tout, donc là, il ramassait un album de rap, il connaît pas ça pantoute, puis là, il dit des choses là-dessus qui sont peut-être intéressantes parce qu'il y a un regard frais, mais qui sont probablement juste à côté de la track parce que c'est ça, il s'y connaît pas suffisamment. Donc le Pitchfork maintenant va engager des gens qui, si c'est un album de Doom Metal, ben il y a le gars de Doom Metal qui va faire la critique de Doom Metal, et même chose pour le rap et pour tous les autres genres musicaux. Donc ça crée peut-être des textes qui sont plus nuancés, mais on peut penser que ça crée des textes qui sont enracinés dans davantage de connaissances puis de contexte. Puis c'est ça qu'il faut pas perdre de vue non plus, c'est que il y a beaucoup de gens qui reprochent à la critique musicale, notamment la critique littéraire aussi, d'être dans une espèce d'être un peu mièvre, là, ou d'être toujours au centre, là, 3 étoiles et demi. Mais c'est aussi qu'il y a beaucoup d'œuvres
qui méritent, qui valent ça. Qui valent exactement ça. C'est un mot chargé, ouais. le valoir, mais C'est pas. c'est ça. les chefs-d'œuvre qui sont rares, puis tu sais, au Québec, on a vous parliez de Cœur de pirate tantôt, mais si Bravo Musique lance un album, j'imagine qu'ils vont quand même s'être assurés que ça a une certaine qualité. Ça veut pas dire que c'est forcément une grande œuvre, puis ça se peut qu'ils lancent un album poche. Puis ça se peut qu'une maison d'édition prestigieuse au Québec lance un mauvais livre, mais il y a quand même une sorte plus de chances contrôle que ce de qualité. soit, ouais. C'est la même chose avec les humoristes. Avant que les humoristes arrivent sur scène, ils ont fait des dizaines et des dizaines, sinon des centaines de dates de rodage. Ce qui fait que dans la salle, les gens, la plupart du temps, vont rire lors de la première. Tu sais, les blagues ont été testées, elles sont éprouvées. Mais après, bon, il peut arriver certaines choses comme... Il y a aussi ça, c'est-à-dire que la job du critique, c'est de parler de ce qu'on pourrait appeler la qualité de l'œuvre. Est-ce que c'est bon ou pas? Là, ce qui est effectivement très, très subjectif. Mais c'est aussi de mettre en contexte, de dire, bon, ce spectacle-là s'inscrit dans tel phénomène, dans telle lignée, ça fait penser à ceci. Puis l'humoriste tient tel genre de propos, son regard sur la société puis sur la vie, c'est ceci et cela. Puis c'est là, moi, où souvent je me permets d'être le plus... puis en fait, non seulement je me permets, mais je pense que c'est essentiel d'être peut-être un petit peu plus incisif parce que même si les humoristes ne font que des blagues, des fois, ils charrient toutes sortes de préjugés puis de stéréotypes. Puis c'est là où je peux me... Tu sais, un spectacle raté là, ou un disque pas bon, ça me met pas en colère. Tu as le droit... Les artistes ont vraiment le droit, puis je peux le répéter, de se tromper, d'essayer quelque chose puis que ça fonctionne pas. C'est leur droit le plus strict. C'est pas si grave que ça. On a juste passé une soirée. Bon, ça peut être un peu plus grave dans le sens où tu as peut-être payé 60$ pour ça, mais... C'est rare que les spectacles d'humour, je le redis, sont catastrophiques. Mais une blague misogyne, c'est une blague misogyne. Là, je sens besoin de le dire et de le souligner, voire de le dénoncer. Je comprends. Ouais. Je comprends. Je comprends. Mais tu sais, mettons qu'on prend l'exemple du spectacle de Jérémy Demé. Mettons, il y a ces propos-là, mais tu sais, Jérémy Demé, il fait beaucoup dans le genre de self-help, tu sais, il a écrit des livres de développement personnel, tu sais, puis genre, pour toi, puis probablement pour ben des gens qui écoutent ça, c'est un peu des phrases, un peu des formules toutes faites, un peu lancées comme ça, sans trop de fondement, puis mais il y a peut-être des gens qui étaient là, que c'est la première fois qu'ils entendaient ça se peut. cette phrase-là, puis que ça, mon Dieu, ça a donc bien éveillé quelque chose. Ça se peut. Mais ça me met pas trop en colère. C'est davantage ce qu'on évoquait à l'instant. Les contradictions dans ses propos, puis des propos qui m'apparaissent plutôt enracinés dans des stéréotypes. Ça me rend... c'est ça. Ça peut me choquer davantage. Mais des clichés... Il y en a dans toutes les œuvres. Puis oui, ça se peut que je l'écrive, mais ça va pas me mettre dans une grande colère non plus. Puis c'est ça, puis à chaque fois que j'ai ces discussions-là, c'est comme si là, il y a toujours un peu genre de deux camps qui se forment. Le camp de ceux qui disent non, mais nous, on est musiciens, on a étudié la musique, on écoute de la musique, on connaît de la musique, donc notre goût est plus aiguisé, raffiné que la personne qui écoute pas vraiment de musique. Puis donc, on a plus, entre guillemets, là je caricature, mais tu sais, je simplifie, mais on a plus, entre guillemets, raison quand on dit que ça c'est bon puis que ça c'est pas bon, que la personne qui a aucune culture musicale. Puis là, moi je suis toujours la personne qui dit oui, mais la personne qui écoute X artiste, puis qu'elle l'aime, puis que ça lui fait du bien, puis qu'elle va voir ses shows, puis qu'elle pleure. Il y a personne qui a tort. Ton cœur parle, ton cœur n'a pas tort. Si t'aimes tel artiste, tu l'aimes, c'est aussi simple que ça. Donc, je pense que c'est impossible de trancher ce débat-là dans le sens où personne a raison. Les gens qui vont aller voir Nickelback au Centre Bell dans quelques semaines, j'imagine qu'ils vont pas en se disant j'ai raison ou j'ai tort. Ben, je suis fan de Nickelback. Ben, j'ai défendu Nickelback longtemps au cégep université parce que j'étais en arts et lettres littérature, puis tu sais, c'était... Ce qui était populaire, c'est un peu l'ennemi numéro 1 là, dans... Oui, puis c'est encore le cas. C'est devenu des têtes de Turc à un autre niveau que tu sais que ça alors que quand t'écoutes, mettons, les premiers albums de Nickelback, ça rentre quand même. Genre, moi, en tout cas, personnellement, ils ont fait des bonnes tunes. Quand leur nouvelle chanson, San Quentin, joue à Chaume, là,
Moi, je lève le son, là. Yeah! Et voilà. Vous m'aurez Mais je soutiré sais pas, cet là, aveu-là aujourd'hui. On va les juste gars. faire un extrait de Oui, c'est ça. Je lève le son. Ouais, puis je vais On va être dire Dominique décrédibilisé Tardy, pour hein. le reste de Ouais, l'éternité. c'est ça, c'est fait. Dès que je vais signer une critique négative dans le journal, il y a quelqu'un qui va ressortir l'extrait et dire ce gars-là, zéro crédibilité, il lève le son quand Nickelback joue à Chaume. Et voilà, j'aurais dit. Je me rappelle d'un souper de faculté, un souper de faculté, un souper avec les gens de Aurélie de profil littérature du Cégep Garneau, où est-ce que j'étais le seul à dire OK, si c'est nul à chier de même, là, c'est qui était ces plaines d'Abraham pour remplir les plaines d'Abraham? C'est qui tout ce monde-là? C'est tout du monde qui sont caves? Des idiots. Hein. C'est tout des imbéciles qui savent pas c'est quoi qui est bon? Parce qu'à entendre tout le monde autour de la table s'y parler, c'est le pire groupe de l'univers, tu sais. Non, mais c'est parce que aussi, puis c'est tout à fait naturel d'associer le goût des gens, ce que les gens aiment, à ce qu'ils sont profondément, Ouais. mais puis je pense qu'il peut y avoir un lien, puis on pourrait sans doute tracer une sorte de profil sociologique du fan de Nickelback, mais il n'y a peut-être pas de lien non plus entre ces deux affaires-là, puis peut-être que les gens, ils aiment Nickelback parce que c'est de la musique qui est festive, puis parce que c'est de la musique qui est présente, qu'on entend à la radio, donc qui est aisément accessible. Donc, il y a plein de raisons qui nous mènent jusqu'à un artiste, puis qui sont pas forcément liées à une grande réflexion chez ces personnes-là, puis qui sont pas nécessairement liées non plus à leur valeur. Mais vous voyez, ça m'intéresse vraiment. C'est le genre de... Il y a un texte que j'avais lu il y a quelques années, un article, c'était un journaliste dans... Grantland, l'ancien site de Bill Simmons, Ouais, exact. Ouais. qui est allé voir, je pense que c'était ça, il est allé voir dans la même soirée un spectacle de Creed et de Nickelback, parce que dans la ville où il se trouvait... Gros c'est ça. doublé. Oui, Un énorme il doublé. essayait de raconter, de parler. Mais qui sont ces gens qui vont voir les deux groupes rock les Ouais. plus détestés, les plus méprisés Ouais. au monde? Ça donnait un texte super intéressant. Là, je sais pas si je devrais le dire ici, mais j'ai le projet, puis je veux faire ça bientôt. Il y a un groupe, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, il y a un groupe dans les Laurentides, si je me trompe pas, qui est un groupe hommage à Nickelback. Donc, c'est pas juste Nickelback, c'est Ouais. groupe hommage à Ouais. Nickelback. Ouais. Puis ça m'a l'air de des gars super gentils, là. J'ai aucune raison de penser qu'ils le sont pas. J'aimerais vraiment... Je Les veux les rencontrer, interviewer, là. les rencontrer, puis aller voir leur spectacle, comprendre comment tu peux non seulement... Parce que fonder Nickelback, c'est une chose, tu sais pas que ça va devenir Nickelback, mais Ouais. lorsque tu... Tu sais que Nickelback, c'est quoi? Oui, Qu'est-ce que ça mais représente? puis on va fonder un groupe hommage et on va se promener partout au Québec pour jouer leurs chansons. Ça m'intéresse. Puis là, ça, je reviens à ce que je disais tantôt. J'écouterais pas, à part les moments où ça joue à chaud, Ouais. où je lève le son, mais j'écoute Ouais. pas du Nickelback. Mais ça, je trouve, ça m'intéresse. Ouais. Ça me passionne comme sujet. J'aimerais ça aller au fond de cette affaire-là. Parce que c'est en plus, j'aimerais que tu le fasses, que je puisse lire ce reportage-là, parce que c'est sûr que ça va être le petit party partout où est-ce qu'ils vont, eux autres, là. Oui, il y a du monde qui viennent Où juste est-ce qu'il y a pour du monde comme, qui viennent? lancer les tomates. Là. Ben non, moi je pense que c'est juste. Je pense que ça doit ressembler Ben oui, à c'est genre sûr. quand tu jouais à Wanna Rock à la petite grenouille, là. Ouais. Tu sais, où est-ce Je me que permets de tout le monde- présumer qu'il y a des bières qui se boivent. Ouais, puis c'est il y a ça. des points dans les airs, là, effectivement. Ouais. Mais ça, Ouais. c'est l'influence de. Ça va te rejoindre, le PH. Je pense que c'est l'influence de Hunter S. Thompson aussi. Ouais. Là, tu sais. Comment je peux aller dans un milieu qui Ouais. m'est plutôt étranger, pour ne pas dire complètement étranger, puis essayer de voir ce que ça suscite en moi comme réaction. Puis aussi essayer. Hunter S. Thompson n'était peut-être pas tant que ça dans l'empathie, la bienveillance. Non. De toute façon, il était trop Non. parti gelé. pour vivre. Il était trop gelé. Ouais. Mais il y a quand même cette idée-là, là, tu sais, de sortir de sa zone de confort, pour employer une expression. À la mode. Oui, c'est ça. Puis d'aller voir. Jérémy Demé, il dit que c'est bon. Ça. C'est infiltrer les. Infiltrer les Hells ou infiltrer les fans de Nickelback, c'est le même combat, là. Il y en a un qui est un peu moins dangereux que l'autre, mais Ouais. il y a quelque chose de cousin, effectivement. Ouais. Je veux, puis là, peut-être que Pascal n'aimera pas ça qu'on ramène le sujet. Qu'est-ce que j'ai pas raconté tantôt? Ouais, c'est ça, parce que je suis intéressé à entendre ton opinion sur ça. Dans le fond, Mais Pascal... on peut-tu ne pas la nommer, la personne qui est visée? Ben, c'est parce qu'on pourra pas avoir son opinion sur ça, là. On en parlera... Ok, ben ouais, dans ce cas-là, ça vaut pas la peine d'aborder. non, mais... Check. On va dire. Je vais essayer de raconter bien l'histoire pour qu'ils puissent deviner de qui on parle. OK? Ben ouais, Ils mais vont des gens. après ça, je veux dire, Non. t'es pas moins dans la merde si... Non, mais je pense qu'on va quand même être capable d'avoir Ok, une discussion, parfait, puis c'est au bon. pire, on le dira. Là. Ok. On verra. Vas-y, introduis ça. Est-ce que ça va me mettre dans le trou, moi aussi? Non. Non. Ok, d'accord. Cette histoire-là, c'est que mon frère, justement, dont je te parlais, qui est quelqu'un... J'aimerais ça le rencontrer. Tu l'aimerais, je pense. Ouais. Je pense que vous auriez des bonnes affinités, discussions, des affinités, ça c'est sûr.
Pascal Plante, tu l'as peut-être déjà vu. Si tu t'intéresses au cinéma. Je m'intéresse pas au cinéma. Non, mais je connais pas, je suis désolé. Je m'intéresse au cinéma. Ouais, c'est ça. Pas assez, on dirait. Mais je connais pas très bien le cinéma. C'est un des domaines où j'ai de nombreuses lacunes. C'est dans mon angle mort. Non, mais je fais des blagues. Mais en tout cas. Salut Pascal. Salut Oscar. Je vais aller voir. Il est où? Je regarde où je vais aller voir tous tes films dès que je sors d'ici. Il a écrit sur Facebook, tu sais, puis lui, naïvement, son Facebook privé se disait je parle à mes amis, puis mes amis voient ça. C'est vraiment un compte privé en plus. Ça reste entre nous, là, tu sais, c'est pas, il y a pas 5000 amis, puis il y a pas, bon. Puis il a écrit un post parce que lui, il trouve que, je sais pas comment dire, puis ça peut paraître comme de l'envie ou de la jalousie, puis je pense vraiment pas que c'est ça. C'est que, tu sais, en cinéma, je veux dire, tu fais un film si t'es financé, tu sais, puis il y a plein de super artistes qui ont de la misère à avoir du financement pour faire leurs films, puis qui ont des projets incroyables. Ouais. Puis, il y a, selon lui, des gens qui sont des vedettes, puis qui font des films, puis que ces films-là ont ni un succès critique ou ni un succès en festival, pas tant non plus des bons box-office. Ouais. Pas tant non plus des bons box-office que ça, mais c'est des vedettes, ils ont des vedettes dans leurs films, puis ils reçoivent des enveloppes énormes pour faire des projets, souvent que sont pas nécessairement si non plus impliqués émotivement dans ce projet-là, parce qu'ils sont arrivés un peu comme un cheveu à la soupe à la fin du processus, on a besoin d'un réalisateur, on va prendre cette personne-là est connue, faire un film. Bon, fait que lui il fait un post où il dénonce ça, puis le point clé de son post, en plus, c'est ce que tu as dit, c'est qu'il n'y a pas de succès box-office non plus, tu sais. Parce que s'il y en avait un, l'équation est facile, c'est que moi, tu finances des projets, que étant donné que c'est un gros nom, tu sais que ça va exploser. C'est pas ça non plus, là, tu sais. Ouais. Fait que, bref, il fait ça, puis là, il s'est fait appeler par à gauche à droite, par la scénariste, par les sociétés. Est-ce qu'il nommait des gens dans son post? Il nommait des gens, puis il nommait le film aussi. Okay. Il était assez il était assez raide, là, tu sais. Je veux tellement le rencontrer. Ah oui, non, tu vas l'aimer. Puis c'est ça, il était raide, puis genre, après ça, surtout, c'est comme envenimé en commentaire, parce que là, tous les gens qui aiment un peu le drama, puis qui aiment un peu bitcher, ben là, se sont mis encore joie là-dessus, tu sais, puis là, il était comme un peu pris avec un truc hors de contrôle en dessous de son post. Puis bref, c'est ça, là, puis là, tu sais, comme, les sociétés aussi de financement, ils ont comme dit, tu sais, tu peux pas dire ça, tu sais, parce que... en voulant dire, on finance ton film, on finance ce film-là, mais on peut pas s'entre-bitcher de même publiquement. Non. Puis ils ont un point, mais d'un côté, je comprends. Il devrait pouvoir critiquer les institutions de financement dans la mesure où elles sont publiques. Il a tout à fait le droit de recevoir de l'argent de ces gens-là et de les critiquer. Là, si... Pierre Falardeau faisait constamment ça. Mais on pourrait aussi penser, puis en tout cas, Pierre Falardeau lui-même le pensait, que ses opinions politiques lui ont nui dans les subventions qu'il recevait ou pas pour créer ces films-là. Évidemment, les gens concernés niaient catégoriquement que c'était le cas, mais on peut penser qu'il y avait peut-être un peu de ça, puis qu'au moment de choisir entre la personne qui a dit qu'on était des moutons ou qu'on était des idiots dans le journal, puis l'autre personne, on va peut-être y aller avec l'autre personne. Mais est-ce que tu veux que je dise qu'est-ce qu'il faut que je dise au sujet de ton frère, que c'était une bonne idée de... Non, mais en fait, moi, c'était pas nécessairement au sujet de la controverse autour de Pascal, mais c'est que j'aurais aimé avoir ton opinion sur cette situation-là en particulier. Tu sais, pourquoi est-ce que des personnes qui amènent rien à table de conversation sont financées? C'était comme incompréhensible pour moi encore, parce que je revois le post de Pascal, mais ça perd un petit peu d'intérêt sans le cas précis, là, tu sais, puis parce que en plus c'est que ce film-là avait fait un genre de scandale qui était pas du tout nécessaire par le choix, tu sais, du casting, mettons, là. Fait que c'était juste comme ça servait à rien. Je pense que je viens de comprendre de quel film on parle. Ça servait absolument à rien que ça existe, tu sais, ça, parce que ça... Puis même encore là, je suis même pas capable de... Mais je pense que dans le cas de ce film-là, il y avait quand même une tentative de créer un succès au box-office qui s'est pas réalisé. C'est pas réalisé tant que ça, non? Puis justement, il y en a eu un buzz sur ce film-là par l'espèce de dialogue qu'il y a eu autour du film, là, plus que le film en soi. Ouais.
Mais je connais vraiment pas assez le Bref, cinéma ouais. québécois pour me prononcer là-dessus, mais je sais que le cinéma québécois, depuis quelques années, a de la difficulté à renouer avec les grands succès du box-office qui ont commencé à émerger autour des Boys à peu près, puis il y en a eu plusieurs dans les années qui ont suivi. Puis là, depuis ce moment-là, il y a des gens qui essaient de recréer ces succès-là sans trop y arriver. Puis sinon, les films qui font des meilleures performances au box-office, il me semble que c'est des films qui justement ont un certain succès critique, alors qu'avant, il y avait davantage un clivage. Il y avait d'un côté les films qui vont se faire plutôt ramasser par la critique, puis ceux qui vont faire et qui vont avoir du succès, et les films qui vont faire la tournée des festivals, qui seront célébrés par la critique et que personne va aller voir en salle. Mais ouais, non, on dirait que c'est plus difficile pour quelques années pour le cinéma ce que québécois. tu viens de dire, mettons qu'on continue là-dessus, ça en dit long, je trouve, quand même sur... Puis je veux pas... loin de moi l'idée de remettre en question, de diminuer le travail des critiques, mettons, là. Tu seras en mauvaise compagnie pour faire ça, là. Hein? Tu seras en mauvaise compagnie pour faire Non, ça. c'est ça. non, mais je fais des blagues, mais tu sais, n'empêche que les critiques, que ce soit de cinéma ou de musique ou de peu importe, est un type de personne. Ah oui! Et tantôt, je parlais de profil psychologique ou de profil sociologique du fan de Nickelback, mais c'est clair qu'il y a un profil sociologique de la personne qui devient critique de cinéma, de musique. Oui, tout à fait. Puis c'est là où j'en reviens à nos angles morts aussi. Ouais. C'est-à-dire que effectivement que je suis devenu critique, journaliste culturel pour un certain nombre de raisons qui forgent mon goût à moi, ce que je recherche dans une œuvre. Puis que c'est peut-être pas la même chose que tout le monde recherche, sauf qu'après, c'est quand même moi qui écris le texte, donc il faut que je parle de mon point de vue à moi. Mais il y a toutes sortes de manières aussi de dire directement ou de suggérer au lecteur que ceci est davantage mon opinion à moi, puis je suis conscient que ce ne sera pas peut-être l'opinion de tout le monde et que quelqu'un d'autre trouvera dans ceci matière à réflexion, matière à rire, matière à s'amuser, se divertir, alors que moi, je n'y ai trouvé que de l'ennui. Il y a plein de manières de dire ça. Mais après... on peut pas toujours mettre toutes les nuances nécessaires, puis un texte, ça peut pas être une série de notes en bas de page en disant « Ceci n'est que mon opinion », puis il y a d'autres gens qui ont aimé ça, etc. Ça donne pas les textes les plus intéressants au monde. Mais on ne parle toujours que de son propre point de vue, puis je pense que tout le monde qui fait de la critique culturelle, du journalisme culturel, gagnerait. Je pense que la plupart des gens en sont conscients, mais on gagne à garder ça en tête lorsqu'on écrit un texte. Là, C'est la chose que je me répète quand, tu sais, mettons... Ben, tout ça pour dire que, tu sais, mettons, c'est quand on a ces discussions-là, je reviens aux discussions de Van, encore une fois, là, tu sais, puis c'est comme ça en passe donc bien des affaires, justement. Ah non, il s'en passe des affaires. Ça en dit des affaires. Puis c'est comme si, tu sais, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, finalement, c'est, comme tu le disais, ultra-identitaire, tu sais, puis que là, si je me mets à dire que quelque chose est vraiment de la pure merde, c'est comme si... Ouais. C'est comme si je disais que... C'est comme si t'insultes tout un pan de la population qui est différent de toi. Fait que tu sais, j'ai l'impression que respecter, essayer de trouver une manière de pas, t'es pas obligé d'apprécier, mais de respecter, mettons, les différents artistes ou les différents styles, les différents, tu sais, qui sont populaires. Surtout, c'est ça, surtout s'ils trouvent un ça public. Ça revient à respecter la différence, là, finalement. Là, tout à fait. Puis... c'est rare, en tout cas, surtout quand quand on écoute un disque, parfois un peu moins, mais quand tu vas voir un spectacle, puis ça m'arrive, avant d'être journaliste culturel, j'allais pas voir de spectacle d'artistes que j'aime pas, mais là, des fois, ça arrive, puis c'est quand même rare, ça peut se produire, mais c'est rare que tu vas voir un artiste qui a beaucoup de succès, puis tu sors de là en disant « j'ai aucune idée pourquoi cette personne a du succès ». On arrive quand même à identifier ou à comprendre, avoir une sorte de compréhension de ce qui fait que cette personne-là rejoint autant de gens. Des fois, c'est parce que cette personne-là s'adresse à ce qu'il y a de plus vil ou à de plus nono chez son public. Ça existe. Mais parfois aussi, c'est parce que cette personne-là a une relation, elle a bâti une relation avec son public, puis elle comprend son public d'une manière qui est très, très intime, qui, pour nous, semble complètement étrangère parce qu'on n'est pas familier avec ce monde-là. Puis il faut effectivement pas perdre ça de vue parce que ça peut devenir... si je dis que ton band préféré est pas bon, c'est sûr que tu vas avoir l'impression que je suis en train de dire... C'est une attaque personnelle un peu. Je suis en train de dire que t'es niaiseux, alors qu'il n'y a pas forcément de lien entre tout ça. C'est quoi des sujets qui, à part le band de Nickelback, dommage à Nickelback, là, qui t'habitent, que tu aurais envie de faire dans le futur?
Si tu veux pas, à moins que tu veuilles pas brûler te donner les idées à d'autres personnes qui pourraient écouter le Sans Fil podcast. Ouais. C'est drôle parce que je parlais avec un collègue qui me disait qu'à une autre époque, il travaillait à un autre journal et il fallait absolument pas que c'est pas le cas du tout à la presse, puis je peux parler de mes idées avec mes collègues sans craindre qu'ils veulent me les voler. Mais il me parlait d'un journal, un autre journal, à une autre époque, où il fallait absolument que tu gardes tes idées pour toi, puis il fallait même pas que tu y penses trop fort parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui allait se pointer. Dans le même vétéran, journal? Ouais, puis qui allait te les voler. Aïe, aïe. Mais je suis content de ne pas vivre à cette époque. J'imagine. Et de ne pas travailler pour ce journal-là. Mais ce que j'aime beaucoup, puis ce que je fais depuis quelques années, c'est tenter, puis c'est toujours difficile, mais tenter de convaincre des gens de me parler quand ils veulent pas parler. Ou retrouver des gens. Des fois, c'est pas nécessaire de les convaincre, c'est juste que tu te dis pourquoi on n'a pas entendu parler de cette personne-là depuis aussi longtemps. C'est parce que personne ne l'a appelé. Et là, tu l'appelles. Puis cette personne-là répond. Elle dit, ben oui, je vais te parler, ça va me faire plaisir. Puis là, tu lui demandes pourquoi vous n'avez pas parlé, on vous a pas entendu depuis aussi longtemps. Parce que personne ne m'appelle. Bon, OK, c'est simple. Mais quand c'est des gens plus connus, souvent, c'est parce qu'ils ont pris la décision de se retirer. Mais j'ai commencé une série à la presse l'été. Est-ce que c'était l'été dernier? Je pense que c'était l'été dernier. Qui s'appelle Loin des projecteurs. C'est des entrevues que je fais avec des gens, c'est ça, qui sont... C'est pas vraiment, c'est un peu une espèce de spin sur l'idée du que sont-ils devenus, là, mais c'est juste que le que sont-ils devenus, des fois, on retrouve Steph Kars, ça m'intéresse pas, quoi que ça pourrait m'intéresser, mais j'essaie de faire des rencontres avec des gens qui ont quand même qui ont eu un apport culturel important. Donc la première personne que j'avais rencontrée, c'était Marie Ekel, qui a incarné la première Passepartout. Et voilà. Qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, puis qui a joué un rôle hyper important dans mon enfance à moi et dans l'enfance. Est-ce que vous avez été... Est-ce que vous êtes un peu trop jeune? Légèrement Un peu trop jeune. Légèrement. Moi, j'ai 37 ans. Moi, j'avais 3 soeurs plus vieilles, fait qu'ils écoutaient ça. C'est ça. Aussi. Je fais une entrevue, puis c'est toujours intéressant de faire des entrevues avec ces gens-là parce que trouver des moyens de sortir du contexte de la promo, parce que quand on rencontre des gens qui viennent de lancer un album, ils peuvent être dans de bonnes dispositions, écouter nos questions, être de commerce très agréable, mais ils ont quand même un message à livrer, puis on parle d'une œuvre en particulier, on parle de quelque chose qui est très circonscrit, tandis que donc on a moins le contrôle sur l'histoire qu'on est en train de raconter. Tandis que lorsque je rencontre ces gens-là dans des contextes qui ne sont pas des contextes de promo, mais là, tu as toute une œuvre à considérer, puis ils ont plus de recul, puis ils vont davantage te parler de manière... C'est pas juste parce que les gens qui font de la promo veulent comme te vendre, là. C'est pas juste parce qu'ils sont animés par des motifs commerciaux de vendre leur œuvre, mais c'est qu'évidemment qu'ils sont investis dans leur nouveau disque, ils viennent de le faire. Ils vont pas dire c'est pas bon mon nouveau disque, je sais pas pourquoi je sors ça. Mais avec le recul, parfois les gens ont plus de perspectives, puis vont parler avec davantage de nuances, puis critiquer, avoir un regard critique sur leur propre parcours. Donc ça, c'est toujours des contextes le fun. Je te fais une réponse très longue. Peut-être pas si tu... continue. Ok. C'est du bon contenu. Non, mais ça, j'ai fait... l'important, c'est de créer du bon contenu. On est des créateurs de contenu, il faut créer du bon contenu. C'est du bon contenu, là. Ça, j'ai rencontré Mario Saint-Amand dans le même contexte, par exemple, lui, Mario Saint-Amand a une carrière en dents de scie, toutes sortes de problèmes de consommation, est retourné aux études. Donc là, il y a toute une histoire à raconter qui est absolument, je vais reprendre ton mot, qui moi, je trouve fascinante. Donc, On est fasciné ici. C'est le genre de texte que j'aime beaucoup faire. Dans quelques jours, je rencontre... Mais souvent aussi, ce qui est cool, c'est qu'une histoire, suivre le fil d'une histoire, ça, c'est le fun aussi, parce que je fais une entrevue avec... un gars qui s'appelle Alan Prater, qui est le chanteur qui chante avec Valère, qui chante dans The Brooks, qui est un monsieur il n'a pas voulu me dire son âge, ça, je trouve ça très amusant, mais son épouse qui était là m'a dit qu'il avait l'âge, qui pourrait être le père des gars de Valère. Les gars de Valère ont la mi-trentaine, donc on devine quel âge il a, mais c'est un gars qui vient de Jacksonville, en Floride, qui est arrivé ici à Montréal au début des années 90. Puis il y avait un certain nombre d'articles qui avaient été écrits à son sujet dans les médias anglo, mais pas vraiment dans les médias franco, ou en tout cas assez peu. Donc, j'ai eu la chance d'aller chez lui pour faire une entrevue. Puis là, je me mets à fouiller un peu sa carrière, puis il a fait plein de choses. Je suis en train de travailler sur un reportage au sujet
du studio Morin Heights, qui est un studio hyper important dans les années 80, qui était à Morin Heights, fondé par André Perry, qui est un personnage majeur de l'histoire de la musique au Québec, réalisateur, propriétaire de studio. Il y a eu des studios ailleurs, mais donc le studio Morin Heights de Police enregistré là, Cat Stevens enregistré là, plein d'artistes là, majeurs dans l'histoire. David Bowie enregistré là. Il y a eu une entrevue avec lui au Téléjournal, à Radio-Canada, avec Patrice Roy. Patrice Roy est allé chez lui, puis ils font une entrevue sur sa carrière, mais tu sais, la carrière, c'est une entrevue pour la télé, c'est une entrevue de fond, mais la carrière d'André Perry est tellement riche, parce que c'est lui qui a enregistré Give Peace a Chance dans la chambre d'hôtel à Montréal avec Yoko Ono puis John Lennon. Donc, déjà ça, c'est comme, tu peux faire une entrevue d'une demi-heure là-dessus. C'est ça, exact. Donc, il parle de ça, il parle un peu du studio Morin Heights, mais en voyant cette entrevue-là, ça crée beaucoup de réactions. Donc, je constate que les gens sont intéressés par l'histoire d'André Perry. Puis là, je me mets à fouiller sur le studio Morin Heights. Je me rends compte, il y a quand même pas mal d'articles qui ont été écrits, mais j'ai plein de questions. Là. Ça aussi, c'est quand même un bon guide. Là. Ça trompe rarement. Si moi, j'ai des questions, je veux poser des questions à André Perry là-dessus, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Je me souviens, là, je fais une parenthèse, mais je me souviens, l'été dernier, j'ai fait une entrevue avec Sona Movsesian. C'est l'assistante personnelle de Conan O'Brien. Puis Sona a co-anime le podcast de Conan avec lui. C'est le producer du podcast. Que son micro. Là. Sona puis Conan qui co-animent ensemble. Puis là, évidemment, ils se taquinent tous les deux parce qu'elle arrête pas de dire qu'elle est la pire assistante personnelle au monde. Puis c'est devenu un personnage vraiment très, très drôle. Puis elle taquine Conan comme... On s'imagine pas qu'une assistante puisse se le permettre. Puis Conan lui renvoie la balle, puis la traite de toutes sortes de noms. Puis ils sont vraiment très, très amusants puis très attendrissants. Et Sona Movsesian a lancé un livre l'été dernier. Moi, j'écoute le podcast de Conan parce que j'aime beaucoup Conan, puis j'aime Sona. Donc, je sais à mon boss ce que je peux faire une entrevue avec Sona Movsesian si j'ai réussi à la joindre, si j'ai réussi à booker une entrevue avec elle. Il dit, ouais, fais ça, tu sais. Aucun problème. Je raconte ça à mon cousin, dont je suis assez proche, dont je suis très proche. Puis là, je lui dis, hey, je fais une entrevue, il sait c'est qui Sona Movsesian, je veux l'impressionner. Puis là, il dit, ouais, mais comme qui est-ce que ça va intéresser dans le journal, une entrevue avec Sona Movsesian, on s'en fout là, à Montréal. Je dis, je sais pas, j'ai l'impression que. Je suis en train de raconter ça parce que finalement, c'est moi qui avais raison. Toi, parce que j'ai écrit mon article, puis même moi, j'ai été moi-même étonné. Là. Je le faisais quand même par plaisir personnel, puis il faut aussi s'autoriser ça parfois. Mais là, c'était quand même une belle preuve, puis ça fonctionne pas à 100%. Là. C'est pas, mais là, dans ce cas-là, cet article-là a fonctionné d'une manière très, très étonnante. Donc, toi, t'as des questions à propos de ça. C'est une longue parenthèse pour dire que j'avais des questions pour André Perry, puis je trouvais pas de réponse là-dessus, donc je suis allé le rencontrer. Là, mon reportage va être... Mais là, avec un sujet, la difficulté avec un sujet comme le studio Morin Heights, c'est qu'il y a tellement de gens qui sont passés là, puis tellement de gens... Rush, j'ai pas nommé Rush. Rush a enregistré 7, 8, plusieurs albums au studio Morin Heights. C'était le lieu où il allait systématiquement. Puis, donc là, j'ai fait l'entrevue avec André Perry, mais là, je parle à plein de gens pour avoir ajouté une quote, puis je pourrais passer ma vie là-dessus, puis ça pourrait se transformer en projet de livre. Puis sinon, l'autre personne que j'essaie de me convaincre de m'accorder une entrevue, puis j'ai essayé de le recevoir à Deviens-tu ce que tu as voulu, puis ça n'a pas fonctionné, donc j'ai fait un autre épisode un peu différent, c'est Julien Minot de Malajube. Qui est retiré dans ses terres en Mauricie depuis un petit moment, qui est encore actif, là, qui réalise des albums avec plein d'artistes québécois, mais qui veut pas parler. Et puis je lui ai écrit, là, j'ai fini par faire un épisode sur l'album Trompe-l'œil de Malajube avec 2 autres gars de Malajube à Deviens-tu ce que tu as voulu, parce que Julien ne pouvait pas y participer. Mais je lui ai écrit là, une fois de temps en temps. Je dis, salut Julien, as-tu changé d'idée? Ça te tente-tu? Puis il me répond, là, il me répond toujours super rapidement. Là, ah, Dominique, je vais y penser. Puis là, comme 3 jours après, je le relance. Puis il dit, ah non, je préfère attendre d'avoir quelque chose à présenter pour faire des entrevues. Donc, j'aimerais vraiment ça, avoir l'occasion. Je l'ai déjà interviewé. C'est une des premières personnes que j'ai interviewées lorsque j'écrivais pour le journal à l'Université de Sherbrooke. Le collectif. Mais au tabarouette, que ça devait être une mauvaise entrevue parce que je commençais. C'était un des ça l'a traumatisé à la vie. Là. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il veut plus m'accorder. Il se souvient. Mais toi, il a écrit la semaine passée puis il a dit ouais, je vais être là n'importe quand, les gars. Il s'en vient tantôt. Merci de me faire réaliser que c'est strictement personnel. Julien Minot veut juste pas me parler. Mais c'est ça qui m'intéresse. C'est toujours ça le défi, c'est de trouver des
des sujets qui... ça veut pas dire que parce qu'un sujet est dans différents journaux, dans différents médias au même moment, c'est un mauvais sujet. Puis évidemment que si Cœur de Pirate sort un album, là, on aura beaucoup parlé de Cœur de Pirate au cours de cette... Mais que tout le monde va vouloir faire une entrevue avec elle puis qu'il va y avoir des choses intéressantes à dire à chacune de ces personnes-là. Mais... c'est le fun aussi de trouver une histoire trouver l'affaire qui t'appartient, que je vais être le seul à raconter pour le moment, du moins, puis qui va permettre à moi de me distinguer, de me donner une couleur particulière, qui va permettre au journal pour lequel je travaille, aux médias pour lequel je travaille, d'avoir une couleur. C'est le fun quand les gens ouvrent leur journal, puis qu'ils voient un sujet. Hey, je m'attendais pas. Les gens vont avoir écouté votre podcast, fait qu'ils vont s'y attendre au reportage sur le studio Morin Nights. Ouais. Mais les quelques personnes qui n'auront pas écouté le podcast, une coupe, je vous taquine, mais c'est sûr que vos chiffres sont astronomiques, là, comparativement à ceux de Deviens-tu. Dom, il fait comme... non, je sais pas. Vous regardez pas vos chiffres? Ben oui. Ouais, mais on sait pas les tiens. C'est une conversation pour lorsque les micros seront éteints. Mais c'est ça, c'est le fun quand les gens ouvrent le journal, puis il y a une surprise. Merci beaucoup, man. Merci les gars. C'était super. On a eu le temps d'une... C'est pas une question, mais j'aimerais ça qu'on... C'est du bon contenu. Mais oui, c'est du bon contenu. Mais ça, j'aimerais ça qu'on se laisse en... En chanson. En chanson. 3-4. Donc, qu'on lance des fleurs un peu. J'aimerais ça que tu me fasses tes recommandations. Ouais. Recommandations, soit musicales... Je suis pas préparé. Des coups de cœur des dernières années, soit des nouveaux artistes, soit des nouveaux albums d'artistes établis. Non, mais là, je vais vous lancer des fleurs à vous. Je suis vraiment content que vous receviez, puis vous le faites assez souvent, recevoir des artistes qui sont en début de parcours, puis qui, c'est quand même devenu, c'est une plateforme importante, les podcasts au Québec, là, puis le vôtre a beaucoup de succès, puis que vous receviez une artiste comme Ariane Roy, bon, c'est super cool parce que moi, ça m'a permis d'entendre une longue entrevue avec Ariane Roy, ce qui n'existe pas beaucoup dans les internets, puis j'imagine qu'elle était contente parce que ça a dû faire connaître sa musique auprès d'un public qui ignorait son existence et qui doivent être contents aujourd'hui parce que leur vie s'est améliorée. Leur vie est meilleure depuis ce moment-là. Je pourrais vous parler un nouveau band montréalais qui s'appelle La Sécurité. Ouais. Si vous avez entendu parler de ça. J'ai passé ton article dessus. Ouais, très, 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 très bon album. Ça, j'écoute ça depuis que je l'ai reçu, puis c'est sûr que je vais l'écouter en boucle tout l'été. C'est du post-punk, mais très dansant. Ça ressemble pas tant que ça, mais on sent l'influence des B-52s parce qu'il y a le groupe américain, parce qu'il y a les chœurs féminins là, qui sont très présents. Guitare angulaire, là, c'est comme la formulation, la formule classique pour parler de post-punk. Ouais. Les guitares angulaires. Mais c'est très dansant aussi. Ça, c'est toujours le fun. Moi, j'écoute pas beaucoup de musique... je sais qu'il y a des gens qui sont capables d'écouter de la musique déprimante puis de pas être déprimés. Puis moi, il y a des albums que j'apprécie que je considère comme des chefs-d'œuvre, mais que je suis juste pas capable d'écouter parce que ça va juste me mettre dans un état trop sombre, trop noir. Donc, quand il y a des albums comme celui-là qui paraissent, ça me rend heureux parce que je peux l'écouter en boucle puis danser avec ma fille, ce qui est toujours agréable. Bon, c'est vraiment un très très bon album. Sinon, je peux peut-être parler du t-shirt que je porte. Ah ouais, donc. Guilhem, c'est un chanteur, je pourrais qualifier sa musique de pop-punk. Il joue aussi dans un band qui s'appelle Lost Love, qui est plus dans le power pop, mais donc de la musique... Qui vient clairement du punk, mais qui est très, très, très tourné vers la mélodie. Puis je me permets de présumer qu'il écoute un peu qu'il connaît son emo, là, donc il y a un petit côté... puis il y a vraiment un sens donc, pour les mélodies qui est assez... qui est très admirable. Puis donc tu écoutes son album première fois, puis la deuxième fois déjà, tu connais toutes les chansons. Donc son plus récent album est excellent. C'est en français aussi, donc il y en a quand même assez peu du punk. La sécurité, c'est en anglais et en français, mais... ce que Guilhem fait en solo, son plus récent album, c'est strictement en français. Puis les textes sont bien aussi, sont très très bien, sont cool. De qui je pourrais vous parler d'autres? Attendez un petit peu. Je sais que tu as beaucoup aimé l'album de mon ami Lou Adrian. Ah ben oui, mais là, ça c'est mes préférés. Ariane Roy, Lou Adrian, ça c'est un autre projet de reportage que j'ai pour cet automne parce qu'ils partent en tournée, Ariane Roy, Lou Adrian et Thierry Larose. Je suis sur ce show-là, moi. Ah ben ouais, mais là on va se voir. On va se voir.
Yes! C'est très cool, ça. Ah, mais je savais pas qu'il y a donc... Tu veux Je voir joue avec quel Ariane, quote, puis j'ai co-réalisé l'album avec elle. Là, j'ai vraiment l'air d'un idiot d'apprendre ça à ce moment-ci. Là. Non, mais c'est parce qu'il est sur son surnom Big D qu'il a lancé. C'est mon alter ego podcast, là. C'est ma double vie. Non, mais elles sont absolument formidables, ces filles-là. Donc, ben, je connais depuis... Tu pourras avoir des quotes pour les discussions de Van pour ton article. Non, mais je serai dans la vanne. Parce que c'est ça qui est prévu. Parce que depuis quelques années déjà, donc, Alexandre Martel, que tu connais, bon, Alexandre Martel, qui est le chum de Lou Adriane, mais qui écrit avec elle, puis ils font tout ensemble. Ouais. Je me permets de présumer qu'ils font tout ensemble. Je jouais dans un groupe qui s'appelait Mauve, que j'ai déjà un petit moment de ma vie où je bookais des spectacles à Sherbrooke. Puis t'as déjà booké Mauve? J'ai déjà booké Mauve. Ah ouais? Puis ensuite, à chaque fois qu'ils venaient à Sherbrooke, j'allais les voir. Puis c'est déjà arrivé à certains moments que j'étais pas mal la seule personne dans la salle. Donc, je me suis un peu lié avec les gars. Puis c'est pour ça que j'ai pu demander un peu plus tard à Alexandre de faire la musique thème de ton podcast. Deviens-tu ce que t'as voulu, la reprise de Daniel Boucher. Puis c'est lui et Lou Adriane qui ont fait la chanson thème de Juste entre toi et moi, qui est vraiment très accrocheuse. J'ai écrit un peu gêné en disant, est-ce que vous accepteriez de faire... Mais je demande à Alex en premier, j'aurais jamais osé imaginer que Lou Adriane allait participer à la chanson avec lui. Là, je lui donne quelques idées, mais en leur précisant bien qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, évidemment. Puis il m'envoie ça, c'est-tu correct? Je suis comme, man, c'est un verre d'oreille, le thème de Juste entre toi et moi. Ne serait-ce que pour ça, si le projet, ça avait été juste le thème musical, j'aurais déjà été... J'ai l'impression de gâcher le projet en arrivant avec les entrevues ensuite. Mais donc, depuis ce moment-là, parce que Alexandre connaît mon amour pour non seulement la musique, mais pour l'histoire du journalisme musical. Puis moi, mon rêve, ça a toujours été, un de mes films préférés, c'est évidemment Almost Famous, qui raconte l'histoire de Cameron Crowe, qui accompagne Stillwater, un groupe fictif, là, mais c'est comme un mélange entre les Allman Brothers, puis Led Zepp, puis les Eagles, puis qui part en tournée avec eux pendant des mois. Donc là, moi, ce serait ça mon rêve, mais évidemment que c'est pas tout à fait possible dans le monde médiatique dans lequel on vit, parce que ça implique des coûts, puis ça implique que si je pars pendant 2 mois qu'un band, je veux peut-être... je vais avoir écrit un article à la fin, c'est pas beaucoup. Mais Alexandre connaît ce rêve-là qui m'habite. Donc là, il m'a écrit récemment pour me dire, mais là, peut-être que toi, Doom, tu vas dire, j'ai rencontré finalement Dominique Tardif, puis je veux pas qu'il vienne t'en faire avec nous. Je veux pas que ce soit... Si tu reçois un appel dans la prochaine semaine, tu vas te rendre compte, tu vas savoir ça vient d'où. Là. Des pressions externes nous obligent à canceller. Mais là, je savais pas ça, je me sens vraiment niaiseux. On en reparlera une autre fois, pas grave. Ouais. Mais c'est ça, donc je suis supposé de faire un petit bout de tournée. Je veux pas faire toute la tournée avec vous, mais il y a quand même aussi l'idée d'un moment historique là-dedans, parce que lorsqu'ils ont joué, j'étais là au Franco, puis est-ce que tu étais sur scène au Franco? T'as participé à un moment historique. Quel spectacle? Ça, c'est un des grands spectacles que j'ai vu dans les dernières années. C'était, en tout cas, moi, dans mes souvenirs de spectacle, c'est dans le top. Là. Puis il y a aussi, c'est-à-dire que les albums de tous ces artistes-là sont exceptionnels, mais puis le fait qu'ils soient réunis, il rend ça encore plus précieux, encore plus exceptionnel. Mais ce qui est d'autant plus touchant, c'est que lorsque je me trouve dans une salle au show des Trois, puis là, au spectacle au Franco l'été dernier, la foule est composée de gens plus jeunes que nous trois qui connaissent les paroles de ces trois artistes-là par cœur. Donc, ils sont hyper investis dans l'œuvre de ces trois artistes-là, qui chantent en français, ce qui est quand même non négligeable. Moi, ça me touche, là, d'une certaine manière. Puis c'est juste aussi très touchant de voir de jeunes gens aussi investis dans un artiste québécois comme moi, j'ai été investi dans l'œuvre de Malajube dont on parlait tantôt. Mais elles sont vraiment formidables. Puis, est-ce que je peux plugger quelque chose? J'ai fait une entrevue. Alexandre Martel m'a demandé, lorsqu'il a lancé son plus récent album sous le nom Anatole, mais l'album s'appelle Alexandre Martel. Tu sais, comme, pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué? Exact. J'admire quand même ça qu'il aille là. Très méta. Puis il voulait faire donc une longue entrevue comme il y en avait davantage à une certaine époque, à l'époque de Musique Plus. Donc, il m'a demandé si j'accepterais d'animer ça. Donc, on a filmé ça, c'est disponible sur YouTube. Ça s'appelle Entrevue numéro 1, parce que
pour rendre les Tune- choses encore plus tune compliquées. 1, tune C'est 2. ça. Toutes les chansons sur son album s'appellent Tune 1, Tune 2, Tune 3, mais sont pas dans l'ordre. l'ordre. Donc, comme la Tune 4, c'est la première, puis c'est un vrai cauchemar. Ouais. Une chance que l'album est bon, parce que Ouais. c'est ça. On pourrait lui reprocher à Alexandre. Je l'aime beaucoup. Donc, on a fait cette entrevue-là, c'est disponible sur YouTube. Cool. Puis ça, c'est un... mais tous ces gens-là aussi, là, Ariane, Lou, je connais moins Ariane, mais Lou Adriane, Thierry... Alexandre, je doute pas qu'Ariane ait ces qualités-là aussi, c'est qu'ils sont... Ils ont une grande culture musicale, puis on sent qu'ils ont un investissement dans ce qu'ils font qui est total, un investissement sur scène. Ils savent le monde dans lequel ils s'inscrivent, puis il y a toutes ces raisons-là, au-delà de leurs chansons qui sont irrésistibles, leurs mélodies qui sont irrésistibles, il y a toutes ces raisons-là qui font que c'est le fun de les voir aller. Ben oui, vraiment. Il y a Puis vraiment... sans parler de leurs accompagnateurs. Leurs collaborateurs. Ben, s'ils sont là, d'exception. s'ils ont le moindre succès, c'est à cause des accompagnateurs. Ouais, et voilà. Non, mais oui, c'est des artistes qui ont chacun, comme tu dis, tu sais, qui savent dans quelle la continuité dans laquelle ils s'inscrivent, là, tu sais, puis que, tu sais, le show Franco, c'est le but, c'était, tu sais, notre objectif, c'était de faire quelque chose qui était mémorable. Fait que si tu me dis que ça l'est, ben, c'est mission accomplie, mais tu sais, il y a ce souci-là de, tu sais, chaque show qu'on fait avec Ariane, c'est toujours ajouter, toujours peaufiner, toujours raffiner pour créer. Puis, tu sais, mettons, là, cette semaine, on fait le festival d'été, on a fait des Franco, puis, tu sais, c'est tout le temps d'essayer de mettre la barre toujours plus loin pour essayer de donner quelque chose de bon, là, tu sais, pour le Mais moment. on sent que c'est ça, c'est important pour eux, pour elles, de créer un moment exceptionnel. Ouais. Un moment Extrêmement, unique, ouais. c'est des formules là, peut-être un peu clichés, mais ça arrive quand même de voir des artistes sur scène puis de sentir qu'ils sont peut-être un petit peu dans leurs pantoufles. Puis là, eux, ce serait vraiment très difficile de leur reprocher ça. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci les gars. C'était super. C'était super. Si Grand vous plaisir. dites que c'était C'est super. du contenu de haute C'était qualité. du bon contenu. Du bon contenu. Yeah. Merci.